Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Bonjour, Benjamin, papa. comment ça va? Et ça va très ça va. bien. Aujourd'hui, donc, c'est un 3 films avec un thème que j'ai choisi moi, qui est donc le thème de films à contre-emploi, alors avec des comédiens à contre-emploi. Ça aurait pu être aussi réalisateur, mais là, nous sommes restés sur des comédiens, donc qui jouent des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir. Mais avant tout, est-ce que vous avez vu des Et non pas des films à Pôle emploi, ça n'a rien à voir. C'est pour, Ça a pu être gens très qui sont au original. chômage. Et donc, du Allez. coup, est-ce que vous avez Donc. vu des films ces derniers temps? Benjamin. Alors moi j'ai vu, j'ai vu au cinéma il y a la semaine dernière. J'ai vu l'homme qui rétrécit. Voilà, il m'a tellement marqué que j'ai oublié le titre. Donc dernier film avec Jean Dujardin, De Yann du Kounen. réal. Oh là, c'est celui qui a fait Doberman, ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Les vieux traumas du podcast. Et je me suis dit, celui-là, il a l'air mieux. Et c'est mieux, mais c'est pas. Il y a vraiment des bonnes choses. Bah, le concept s'essouffle assez vite, sachant que je trouve qu'ils en font pas grand-chose. Et voilà, bah, tout est dans le titre en fait. C'est un gars qui rétrécit. Et du coup, sauf qu'on te met 1h40 à te montrer un gars qui rétrécit. Et enfin, c'est même pas il rétrécit, c'est qu'au début du film, il commence petit à petit à rétrécir, et puis après, il est tout petit. Et pendant le reste, la deuxième moitié du film, il est tout petit, et il fait sa vie de mec tout petit qui essaye de survivre et tout. Et du coup, c'est un peu chiant, je trouve. Voilà, dommage. Ah, ça a l'air pas ouf, hein, effectivement, ce que tu racontes. Ben, moi, je c'est suis vrai quand que- même ultra curieux. Faudra vraiment que je le regarde. J'aimerais me faire l'avis de regarder le vieux et le nouveau, mais ouais, je suis curieux. Ouais, du coup, le vieux m'intrigue, du coup, non, parce que j'avais oublié que c'était un remake. Mais ouais, du coup, ça m'intrigue de voir la version en noir et blanc, vieux. Et sinon, ouais, en termes de filles, j'ai pas vu grand. Si, j'ai vu l'Atlantide avec ma copine il y a une semaine aussi. Voilà, Disney que je n'avais toujours pas vu. Qui est sympa parce que il y a toutes les. Il y a la recette de tous les Disney, mais on pas. Enfin, pas fou. C'est bien, hein, ça se regarde très bien. Mais c'est vrai qu'il m'a pas marqué du tout. Donc voilà, c'est sympa à voir comme ça. Mais. Mais voilà, ce sera pas dans mon top Disney. Et sinon, bah, je joue beaucoup là en ce moment. Je me suis remis à geeker, comme disait Jones. Et du coup, je suis reparti Mafia, toujours. dans l'ancien temps. Ouais, bah là, je switch, j'en ai plusieurs. Du coup, j'ai Mafia, le 1 là. Et j'ai Ghost of Tsushima sur la Play 4. Et j'ai ressorti ma Play 3. Ok. Sachant que j'avais sur la Play 3 un jeu de Play 2 qui est GTA San Andreas, et du coup je retombe en adolescence là. Hier soir j'y ai joué toute la Ah, soirée. tellement bien, purée. Et voilà. Enfin, et c'est très cool parce que je suis vraiment pas du genre à. Le rétro gaming et tout, ça me parle pas trop. Alors je sais pas si GTA San Andreas rentre dans le rétro gaming, mais bon, il bien commence sûr à que être. si. Bah, bien pas sûr, si, ça a c'est plus du rétro ça a plus gaming, de 20 oui. ans. Hein. Je sais pas, c'est comme les voitures de collection, je sais pas à quelle date. Si la précisément c'est du PS2, rétro la gaming PS2 ou- aujourd'hui, c'est rétro gaming. Ouais. Oui, Voilà, PS2, parce on est à que la je suis- PS5, hein, bientôt PS6, donc t'inquiète que oui, c'est vraiment loin. Mais ouais, du coup, c'est vrai que une chose qui m'a plu dans les jeux vidéo depuis toujours, c'était les graphismes et le fait les trucs de plus en plus beaux et tout. Et là, ça ne me pose aucun problème de jouer à San Andreas. Sachant que je me fais un peu la même réflexion que les films, en fait. Je me dis, bah, en fait, une fois que j'y joue, genre, il me faut peut-être un peu de temps, quelques minutes, on va dire, manière de me mettre dans l'ambiance du vieux jeu, quoi. Mais après, une fois que je suis dedans, j'oublie les graphismes et j'oublie le fait que ce soit, bah voilà, ce soit un jeu des années 2000, quoi, donc de la PE.
Mais voilà, je me retrouve complètement replongé dans le truc, et un peu comme des films, quoi. Des films où tu te dis c'est vieux, c'est mal filmé, et la qualité est pas folle parce que c'est vieux. Mais pareil, une fois que tu es dans le truc, tu te replonges dans l'univers, et puis t'es dedans, et puis ça passe tout seul, quoi. Voilà, cool. Et j'ai aussi Deus Ex Human Revolution, qui est un RPG cyberpunk qui est assez très, justement, vu qu'on parle ciné à la base dans ce podcast, et là c'est vrai que c'est un jeu vidéo qui est très très influencé par tout ce qui est cyberpunk, mais même au cinéma, enfin il y a des trucs, c'est ça, on croirait presque jouer à Blade Runner le film, quoi, à quelques moments. Donc c'est cool aussi, l'univers est super sympa. Écoute, niveau jeux vidéo, moi j'ai recommencé vite fait parce que j'avais une carrière de manager sur FIFA 24. Voilà, du coup j'ai repris. Et je trouve ça toujours sympa, c'est marrant de. Enfin, c'est toujours plaisant en fait la gestion. Ce que je préfère dans FIFA, c'est la gestion. Ou alors jouer avec des potes, tu sais, mais juste pour le kiff, quand ils viennent chez toi autour d'une bière. Parce que souvent c'est un moteur de parole, FIFA. Parce que voilà, tu fais un match où tu es un peu concentré et tu passes à autre chose et après tu continues à jouer. Et moi avec mes potes, en fait, on parle pendant qu'on joue, et on va se dire, ah, au fait, t'as vu ce film et tout, en jouant, et c'est très naturel. Et je pense que sûrement 50% des plus gros fous rires de ma vie, c'était sur FIFA, quand je joue avec mon meilleur pote, et qu'on tu vois, on rigole, parce qu'on connaît très bien le foot tous les deux, et du coup, ça nous fait rire, parce on joue avec des équipes aléatoires, donc des fois, c'est catastrophique et ils puent la merde, tu vois. On tombe sur des équipes de la division indienne ou irlandaise, tu vois, qui sont horribles. Et puis, du coup, ils font n'importe quoi sur le terrain, et c'est très drôle. Des fois, on se fait des blagues, enfin, surtout moi j'adore. Genre, il part aux toilettes, et moi, je change son gardien avec un de ses joueurs de champ qui fait 1m60. Et du coup, c'est toujours marrant, parce que tu frappes du milieu de terrain, et puis ça rentre. Donc voilà. Bon, bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je défends FIFA là-dessus. C'est que c'est toujours très drôle pour moi, dès que je reçois un pote, de jouer un peu à FIFA avec lui, de parler avec lui, mais sans tryhard le jeu. En fait, c'est juste un prétexte, le jeu, pour faire quelque chose pendant qu'on parle. Et je trouve que c'est un très bon mélange. Voilà. Oui, mes récepteurs de dopamine sont catastrophiques, mais c'est pas grave. Et puis, et sinon, non, je joue pas à grand chose d'autre en ce moment. Mais j'ai regardé pas mal de Louis de Funès avec ma copine, donc qui n'est pas française, je le rappelle. Mais son père aime beaucoup Louis de Funès, du coup j'ai un peu une excuse pour lui faire découvrir les films, elle n'en avait jamais vu aucun. Donc on a regardé La Grande Vadrouille, mais ça je crois que je vous en avais parlé, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était dans le podcast ou pas, en fait, c'est ça le problème. Mais on a regardé La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs et L'aile ou la cuisse. Et je pense que celui qu'elle a préféré normal, c'est La Grande Vadrouille. Notamment pour la scène du bain turc, qui est vraiment incroyable, où ils se mettent à chanter T for two and two for tea autour d'un gros barbu qui comprend rien. Donc c'est vraiment marrant. Et le franglish après de Funès et Bourvil. Je lui ai montré Bruno aussi, mais ça je crois que je l'avais dit dans le podcast. Bruno, du coup, film de Sacha Baron Cohen de 2007 ou 2009, qui est assez... Voilà, un peu haut en couleur, on va dire, mais qui est vraiment marrant. Je trouve que j'aime bien ce genre de film, un peu genre Bad Grandpa, un peu les Johnny Knoxville, Sacha Baron Cohen, tous ces films où il y a une histoire, mais que les acteurs connaissent, et après ils vont filmer dans des lieux publics, un peu en caméra cachée. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Et sinon, j'ai découvert 2 chefs-d'œuvre, et vous comprendrez l'ironie dans ma voix, de Netflix, 2 films qui s'appellent La Plateforme. Oh, il est Alors, bien. je ne sais pas si vous avez vu Franchement, j'ai ce bien film. aimé. Alors, J'ai regardé les 2 premiers. Franchement, c'est pas mal. Enfin, les 2 premiers. le premier, les 2 seuls. oui, je crois qu'il n'y en a que 2, mais le premier, à la limite, ok. Parce que, en fait, c'est le problème de ce genre de film. On en a déjà parlé plein de fois sur ce podcast, mais c'est la seule bonne idée du film, c'est le concept. Des mecs qui sont dans cette espèce de prison avec une plateforme qui bouge au milieu et sans aucun moyen de sortir. Tous les mois, ils changent et ils espèrent tomber sur un bon niveau parce qu'il y a de la plateforme qui descend d'étage en étage, contient de la bouffe. Enfin, ok, je trouvais que ça commençait vraiment bien, c'était intéressant. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que le film tourne un peu en rond et devient un peu lent et plus très bien rythé. Et la fin, j'ai rien compris. N'importe quoi. La fin, même la fin du 2, trouvé ça... c'est débile. je vais y venir, mais la fin du 1, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça un peu nul.
Alors, ce sont des films espagnols, hein, donc c'est peut-être pour ça que ma note est aussi basse, parce que j'ai un peu du mal avec les Espagnols, je suis désolé. Mais j'ai adoré Rec. Yes. Voilà. Non, et puis Bah, même après, moi, sans Mama, parler d'espagnol ou pas, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le seul. Enfin, pour moi, hein, le concept m'a attiré. C'est pour ça que j'ai vu le film. Mais pour moi, c'est tout, quoi. Enfin, c'est le problème j'allais dire beaucoup de films. Il y a beaucoup, il y a pas mal de des films films à que je concept regarde comme avec ça, en des fait. Voilà, c'est ça. Mais du coup, qui vont pas plus loin que juste, bah, comme je disais tout à l'heure, le titre, quoi. C'est le titre vend le Alors, truc. je suis et d'accord ça que peut- c'est ça pas peut donner quelque chose intelligent, de c'est sympa, pas. Voilà, je suis aussi d'accord qu'il y a des problèmes de rythme. Les deux films doivent. Mais je sais que moi je mets la moyenne aux deux, hein. Leur mets bien 6 et demi facile. Parce que je passe un bon moment devant. Je trouve que le côté. Il y a un bon côté pas trop gore, mais assez violent pour que ce soit sympa. C'est pour kiffer quelques moments de tuerie assez sympa. Voilà, bon, ça se répète beaucoup, c'est un peu toujours la même chose. Mais ça va, c'est divertissant, je trouve. Ouais, du coup, le premier, je lui ai mis 5. Voilà, parce que bon, c'est un bon 5. Ça peut être un petit 5,5, genre un 11 sur 20, 10, 11 sur 20, quoi. Parce que je trouve que, bah, encore une fois, je me dis qu'ils auraient pu peut-être trouver mieux, tu vois, enfin, essayer de s'échapper, un truc comme ça, au lieu d'être ah bah non, c'est le destin, tu vois, enfin, essayer de remonter, genre le soir avec la plateforme, je comprends pas pourquoi lui, à la fin, il se barre et il laisse le gosse tout seul sur la plateforme, je suis là, pourquoi, enfin, et encore une fois, pourquoi vous avez besoin d'aller foutre un gosse là-dedans? C'est à chaque fois, c'est ça, c'est le héros, du coup, qui est un adulte, va se sacrifier pour le gosse, en se disant non, de toute façon, c'est un enfant, et puis moi je ne suis pas pur, je sais pas trop quoi, blablabla, autant le sauver, surtout que vu la vitesse à laquelle la plateforme remonte, si ça se trouve, le gosse il va finir en crêpe sur le plafond à la fin, tu sais pas trop, et c'est un peu vraiment vibe, voilà, Squid Game, hein, je n'en dirai pas plus, hein, je sais pas si vous avez vu toutes les saisons de Squid Game, mais il y a un peu ce côté-là. J'ai regardé que Et la première. alors le parce que 2, mais... Je voyais pas pourquoi l'intérêt de la suite. Donc, En fait, c'est qu'un seul jeu, hein, la 2 et la 3, mais c'est qu'en gros, c'est un autre jeu, en gros. oui, c'est pour ça, mais je vois pas l'intérêt en fait. La fin du 1, la Mais saison 1 était très bien. oui, et puis la fin de la saison 3, passe décisive, vous êtes prêts? Voilà. Mais enfin, je n'en dirai pas plus. Et du coup, le deuxième film, par contre, je l'ai trouvé à chier. Je l'ai trouvé vraiment nul. J'ai pas compris ce qui s'est passé dedans. Je ne comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Et puis pareil, l'explication à la fin, moi ça me fait beaucoup penser à Cube, forcément. Ouais. Ce genre de film. Complètement. Coincé dans une espèce de structure bizarre qu'ils comprennent pas. Et puis, mais Cube, je trouvais que ça avait un sens. Alors le premier, hein, attention, le premier, hein, pas Hypercube et le 3, là où je sais pas trop quoi. Mais là, le 2, enfin vraiment, ils ont... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire à la fin. T'es là, mais attends, mais c'est dans l'espace du coup qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a plus de pesanteur, donc c'est vraiment super bizarre, très confus. Et même, je me suis attaché à personne. J'ai pas compris. Ils ont essayé de faire, je sais pas, une sorte de... C'était quoi, genre les gangs qui montent sur la plateforme, qui vont tuer des gens pour les punir et tout. Enfin, qu'est-ce que vous essayez de créer une société là-dedans? Moi, je trouvais ça sympa, justement. Ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir avec des gros sabots et de façon bête. Ouais, Mais voilà, c'est le truc un peu social avec le. Même les gens qui sont censés être pour la justice et pour la paix sont des gens extrémistes. Et donc, c'est-à-dire qu'ils disent, en gros, on va faire en sorte que on soit équitable, quitte à tuer tout le monde pour que ce soit équitable. Ouais, vous êtes des psychopathes en fait. Oui, et en fait, c'est pour dire, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous êtes tous des grands malades en fait. Et c'est juste pour critiquer l'humanité, comme quoi c'est des... Dans toutes circonstances, l'humanité, c'est des gros cons quoi. Bon, voilà. Ce qui est très original vu que ça n'a jamais été fait. Bien sûr. Mais en vrai, c'est pour moi c'est vraiment le message, gros message bateau. Et puis c'est le bordel. À la fin, tu comprends pas. Il y a tout un peuple qui vit sous la plateforme. Enfin, t'es là, genre c'est même plus crédible. Et pourquoi il y a des gens en haut qui leur font leur bouffe du coup. Enfin, c'est trop bizarre. T'as zéro explication là-dessus. Et enfin, tu vois, pour moi c'est à ce compte-là. Soit le mec, il se réveille dans la plateforme, il est là, qu'est-ce que je fous là? Et t'es perdu pendant tout le film, ce qui peut être satisfaisant en tant que spectateur, parce que t'es là, waouh, comment il a atterri là, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que
soit t'expliques tout, soit t'expliques rien. Et là, d'avoir des flashbacks pendant le film, oui, je parlais avec une meuf qui me disait quel est votre plat préféré, est-ce que vous voulez ceci, cela, alors attention, vous pourrez pas ressortir une fois que vous serez dedans, blabla. Et en plus, ça commence sur une cuisine avec un gars ultra strict qui va dire non, regarde, il y a un cheveu dans ta soupe, tu refais tout le plat, blablabla. Et tout ça pourquoi ? Pour après la plateforme. Enfin, c'est super bizarre. Et vraiment, ouais, il y a que le concept, je trouve, qui est bien là-dedans, parce qu'après, la façon dont il est exploité, moi, j'ai pas du tout aimé. Ok. Donc voilà, le premier, à la limite, ça va, mais le 2, non, c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont voulu te rentrer un message dans la gorge. Et c'est, ouais, vraiment... et puis, ouais, c'est pas un bon film, je trouve. Petite mention spéciale, parce qu'il y a quand même un acteur français dedans, c'est Bastien Huguetto, que vous en avez pu voir dans Coco Voit et tout, là, c'est assez marrant de le voir là-dedans. Voilà. Mais je me demande si c'est pas lui qui joue avec, dans un court-métrage de Cyprien aussi, un truc comme c'est ça, bien le possible, déménagement ou un truc dans le genre. Et surtout, j'ai reconnu Tonks aussi. J'étais Oui, mais c'est vrai. qu'est-ce que tu fous là ? C'est vrai. Qu'est-ce que tu fous dans un film comme ça, toi ? Enfin, trop bizarre. En plus, je savais pas qu'elle parlait espagnol. Tonks, c'est qui ? Voilà. C'est dans Harry Potter. Dans Harry Potter, T'as vu Game of Thrones ? Dans Game of Thrones, elle fait une sauvageonne aussi. C'est la sauvageonne de Bran, là, je sais pas trop quoi. Mais oui, c'est celle qui joue Nymphadora, Tonks, dans Harry Potter. Bref, voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Ah si, j'ai commencé Brooklyn Nine-Nine, parce qu'on a fini The Office avec ma copine, qu'elle n'avait jamais vu. Et là, du coup, je regarde Brooklyn Nine-Nine, qu'elle avait déjà vu et que je n'avais jamais vu, et franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu en dessous de The Office, quand même, mais regarde ça reste The Good super Place quand divertissant t'as fini Brooklyn Nine-Nine. et très attachant. The Good Place. Alors moi, je préfère Brooklyn Nine-Nine. Je pense qu'il y a deux écoles, mais je préfère Brooklyn Nine-Nine. Je préfère l'humour de Brooklyn Nine-Nine que The Office. Mais après, ça, c'est pas le même humour, je trouve, donc... Non, mais ok, très bien. Non, j'ai absolument adoré The Office, moi. C'est un de mes rares 10 sur 10 sur Sens Critique, donc Pour ma part, bon, j'ai pas regardé de film, mais j'ai continué la série Ça, donc je suis pas à fond. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas à fond du tout. Je trouve que le troisième épisode est tout pourri. J'avais l'impression de regarder un chair de poule, en vrai. Tellement c'était moche, très moche. Et pas du tout. Enfin, c'était cringe, quoi. Je me suis dit, sérieux, c'est censé faire peur, ça. Mais vraiment, c'est vraiment le niveau chair de poule. Tellement c'est mal fait que c'est pas très. Voilà. Au moins, dans le premier, il y avait des moments d'horreur un peu kitsch, mais il y avait un côté un peu Evil Dead dans le kitsch, tu vois, qui pouvait être fun. Là, non, c'est vraiment chair de poule. Donc, pour l'instant, je suis pas à fond. Mais par contre, j'ai commencé aussi et j'ai regardé les 3 premiers épisodes. De toute façon, il y a autant d'épisodes qui sortent par semaine que ça, donc à chaque fois je continuerai. C'est la série Pluribus, donc la nouvelle série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, avec la meuf de Better Call Saul, du coup, Rhea Seehorn, que j'aime beaucoup. Et là, par contre, ça, c'est très très bien. Alors, c'est pas la série de l'année, genre c'est sûr, ça vaut pas Breaking Bad et tout, mais c'est très bien. Et alors, le problème, c'est que j'ai envie d'en parler, je meurs d'envie d'en parler, mais dans mon entourage, personne l'a vu. Et c'est compliqué d'en parler parce que je pense qu'il faut voir la série pour être surpris par le concept au moins la première fois. Je pense que d'ici que la saison 1 soit terminée, le concept sera spoilé dans tous les sens sur les réseaux et tout le monde le saura. Mais pour l'instant, il y a encore la surprise à garder. Donc si jamais un jour vous êtes curieux, c'est un truc de science-fiction, c'est très bien, c'est très intéressant. Et en fait, c'est des trucs qui te font réfléchir parce qu'il y a une chose qui se passe, et quand cette chose se passe, il y a quelqu'un qui est différent de tout le monde, et du coup ça te pose des questions sur cette différence, et tu fais mais putain c'est génial, j'adore le principe. Le seul truc c'est que bon, une saison je pense que c'est genre 10 épisodes, pourquoi pas, pour l'instant les 3 premiers épisodes se répètent déjà un petit peu, je veux bien que vous teniez une saison comme ça avec une légère évolution. Le gars il aimerait faire 3 ou 4 saisons, je ne comprends pas avec le concept, ou alors il faut complètement faire des choses complètement différentes dans les prochaines saisons. Peut-être que c'est prévu. Un peu comme The Good Place, justement, je trouve que le problème de The Good Place, c'est la deuxième saison se répète beaucoup par rapport à la première. Tu fais, ok, on a compris le concept, sauf que maintenant, vous savez plus quoi en faire de votre concept. Et du coup, à partir de la troisième, ils partent complètement en couille et ils vont complètement faire autre chose parce que tu peux pas rester dans l'éternel recommencement de la même chose. Là, j'espère qu'ils vont faire ça avec Pluribus parce que votre concept, il est sympa, mais pas sur plusieurs saisons, quoi. Donc, on verra. On verra comment ça va évoluer. Je fais confiance à Vince Gilligan. Il a fait quand même 2 chefs-d'œuvre en série. Pourquoi pas un 3e ? Voilou.
Nous allons maintenant passer sur dans le vif du sujet. Donc, 3 films donc à contre-emploi et on va commencer donc avec mon film. À la base, j'avais prévu de toute façon de faire ce sujet-là pour ça. Oui, alors j'aime bien parler un petit peu du rapport au thème et tout, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien. J'ai toujours une petite affection de voir un acteur dans lequel t'as pas du tout l'habitude de le voir et te dire ah ouais, franchement c'est super original. Ça marche sur moi. Généralement. Rien que le principe, au-delà du film et de la qualité du film et tout, même si bien sûr ça marche, enfin il faut que le film soit bien aussi, hein, mais généralement ça marche déjà sur moi le fait que je suis content de voir un acteur dans complètement autre chose. Donc bien sûr, nous en France, on a carrément l'expression de faire son Ciao Pantin venant de là. Film que j'aime beaucoup et qui avait eu totalement sa place dedans, bien sûr. Je me demandais si Benjamin allait le placer d'ailleurs. Ciao Pantin, c'est comme il avait jamais vu. Et je me Ciao disais, Pantin, peut-être qu'il le placerait et tout. Oui, mais c'était une option, évidemment. Ça a été un des premiers auxquels j'ai pensé, mais vu que vous l'aviez vu tous les deux, Bien j'ai sûr. opté pour un autre du coup. Mais ouais, non, c'est vrai que Ciao Pantin qui m'avait beaucoup surpris. Alors, beaucoup surpris, pas pour le jeu de Coluche, parce que au bout d'un moment, c'est tellement connu que je savais à quoi m'attendre, mais parce que le film est bien, en fait, tout simplement. Moi, je sais que le personnage de Richard Anconina et de son destin m'a énormément touché. Et encore une fois, Richard Anconina, c'est le best. Hein. Mais non, sinon voilà, c'est un truc qui marche sur moi. Je sais pas si ça marche sur vous en général, ce genre de choses. Les contre-emplois. Pas forcément, non. Non. J'aime bien, mais pas plus que ça. Enfin, genre, je suis content quand je me dis, tiens, cet acteur, ça lui change. Ça lui change de le voir là-dedans. Mais après, voilà, ça s'arrête à juste la réflexion de me dire, ah putain, c'est marrant. Mais après, Ouais, c'est ça. bon, c'est pas forcément ok. ce que je Parce recherche. que je sais que par exemple, un truc qui m'a saoulé, alors je suis désolé, hein, Benjamin, ça va t'outrer, et puis sûrement toi aussi, Mickaël. Hein. Mais c'est vrai que Jim Carrey, moi, je l'ai toujours préféré dans des comédies, et ça me fait chier quand je me dis, un film avec Jim Carrey. Bon, je me dis plus ça aujourd'hui, parce que je les connais tous. Mais je me dis, à l'époque, c'était, un film avec Jim Carrey, le nombre 23, je vais le regarder. T'es là, ok, j'ai pas une bonne idée. Et, Après, le film est pas ouf. Alors, oui, non, C'est mais le ce que je problème. veux dire, c'est qu'après, j'ai vu Kidding, Kidding c'est aussi, qui est excellent. une série qui est bien, mais elle est horrible, elle est déprimante au possible. Mais elle est géniale. Et vraiment, moi, ça, je me dis, j'ai pas. Ça, c'est une série qui m'a j'aime marqué. pas regarder des trucs J'ai comme vu ça. qu'une fois et j'ai Ah ouais. adoré cette Ouais, série. moi Ah, aussi, putain. C'est lourd, Moi hein, aussi, putain, j'adore, c'est- ouais. ouais. Ben voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai voulu à tout prix placer ce film, donc One Hour Photo ou Photo Obsession en français, qui est avec Robin Williams et bien sûr voilà Robin Williams dans un rôle totalement différent de ce qu'il fait et c'est ce qui marche un petit peu, c'est que alors je vais vous raconter vite fait le pitch. En gros, c'est quelqu'un qui développe des photos. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, vous savez pas ce que c'est, mais à l'époque on développait des photos qui étaient sur pellicule et on allait voir des gens pour faire développer ces photos là. Et sauf que lui, il est c'est un Et on avait même des magasins où on louait des DVD. C'était joli. On enchaîne un petit peu les podcasts avec les sociopathes, hein, parce que nous sommes encore sur un beau sociopathe, mais enfin c'est même pas vraiment ça. C'est un mec qui est tellement seul, c'est pas un sociopathe, c'est un mec qui est tellement seul. Ouais, c'est pas un sociopathe, Ouais, ouais. ouais. C'est Il est quelqu'un tellement de très seul triste surtout. qu'il s'invente une vie. Ouais, c'est ça, très triste et qui s'invente. Je pense qu'il est un peu genre. une vie. Schizo, un truc comme ça, tu vois. Et donc du coup, comme voilà, il a cette solitude, il s'invente sa vie et pour lui, sa vie rêvée, c'est la vie des autres à travers ses photos et essentiellement d'un couple qui ont un enfant. Et il est fan, il est fan de ce couple. Il a des photos d'eux partout dans la maison, et il se rêve d'être le tonton de cette famille, quoi. Sauf que ses fantasmes, ses fantasmes. Et alors parfois, on voit aussi un peu comment ça se passe dans sa tête, hein, qui donne une super scène bourrée de tension pour moi. On en reparlera un peu plus en détail après. Mais voilà, et c'est un film dans lequel on a vraiment, c'est vrai, je crois que c'est le seul film où je vois Robin Williams dans un rôle pareil. Et vraiment, mais ce film, moi, me bouleverse. En fait, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis j'hésite entre un 8,5 et un 9 à chaque fois. J'adore ce film, mais pas que parce que je le trouve brillant au niveau de Robin Williams, mais parce que je trouve le film magnifique. Je le trouve super beau. Je trouve qu'il y a des plans assez magnifiques. Il est tordu, il est Excuse-moi, tu peux prenant, répéter ta il est- note, ça a bugué.
Entre 8,5 et 9. 8,5, 9. Ouais, 8,5, 9. Ok. Ça m'étonne pas. Ouais. Et donc, je trouve le film ultra bien. Voilà, il est assez malsain pour que je sois un peu gêné. Et voilà, j'adore cette ambiance. Et de me demander jusqu'où il va aller pendant tout le long. Est-ce qu'il va vraiment faire une dinguerie? Parce que oui, il y a un élément perturbateur, donc je vais spoiler un petit peu, mais il y a un élément perturbateur qui fait qu'il va apprendre grâce aux photos justement développées par une autre personne, il va voir que en fait ce mec-là trompe sa femme et lui ça va lui briser toute la famille de rêve qui s'est fait et il se dit mais c'est pas possible que tu brises tout ça en fait, vous êtes la famille parfaite, tu peux pas gâcher tout ça et donc du coup il va commencer à faire quelque chose pour essayer un peu de venger un peu tout ça, mais ça reste une bonne personne au fond. C'est pas il n'est pas méchant, il est juste, comme on disait, profondément triste, ce qui peut le rendre... Mais on se demande pendant tout le long jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va réussir à franchir le pas et tout. Mais en fait, finalement... surtout que le film commence par un fast-forward où il est arrêté, et il est dans une cellule d'interrogatoire. Et donc le truc, c'est que en fait, pour de vrai, on s'en fout. Enfin, à la fin, qu'il ait fait ou pas le truc et tout, on s'en fout parce que le plus important c'est le cheminement de tout ça et de voir tout le cheminement de tout ce qui se passe dans sa tête et de comment ça a été mis en scène. Bon voilà, je trouve ce film fabuleux, il m'a alors que c'est la 4e fois que je le vois je crois et il m'a encore mis mal à l'aise, ça marche totalement sur moi ce film. Donc j'espère que ça a un petit peu marché sur vous aussi et que vous n'êtes pas trop fait chier parce que voilà, il a un rythme, je sens ce côté de mais il a un rythme bâtard, il y a des moments où je me suis fait chier. On verra, moi je trouve que non, mais voilà, on verra ce que ça a fait sur vous et je vais d'abord demander à Benjamin. Alors avant de parler de ce film, il y a aussi le film Insomnia où on aurait pu le choisir. C'est vrai que il serait passé dans cette catégorie, parce qu'il y a Robin Williams qui joue le méchant du film. Voilà, en gros, c'est un policier réalisé par Christopher Nolan avec Al Pacino, donc il joue le flic. Oh là là, donc oui, en effet, c'était pas le seul film. Voilà, et du coup, Robin Williams donc qui joue le méchant. Et alors, j'allais dire, c'est un peu le même style de rôle, pas tout à fait, mais voilà, bref. Moi, alors je l'avais déjà vu il y a quelques années, je crois que c'était peut-être pour le confinement ou dans ces eaux-là. J'avais bien aimé, mais je savais plus trop si j'avais beaucoup aimé ou donc ça n'avait pas marqué non plus. Alors je sais qu'il y avait une scène qui m'avait marqué. Je vais y venir. Mais là, j'étais content de le revoir parce que j'ai beaucoup aimé et c'est pareil, c'était en 8 pour moi. Sachant que ce film m'a terrorisé plus que certains films d'horreur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le terme, parce qu'on dit film d'horreur et c'est très large parce qu'il y a plein de films de sous-genre dans le film d'horreur. Mais quand on parle de film d'angoisse, pour moi, ce film-là est un film d'angoisse, mais genre plus quoi. C'est vraiment... Et bon, alors c'est notamment grâce à la performance de Robin Williams, mais pas que. Enfin, vraiment, il y a toute une ambiance. Et puis même au niveau technique, je suis pas forcément de ceux qui regardent le plus les couleurs, les lumières, tout ça. Je le fais, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains films où je suis plus pris dans l'histoire que d'autres. Là, c'était le cas. Mais en fait, c'est tellement... Tu sens... Je suis pas du genre à trouver des raisons, tiens, il a mis cette couleur parce que ça veut dire ça, là s'il fait ça c'est parce qu'en fait il a voulu exprimer ceci, je suis pas comme ça de base, mais j'ai l'impression que le film passe son temps à vouloir faire ça et il y a des moments où j'ai l'impression que c'est très très marqué, donc du coup je suis pris au jeu à avoir un peu ce truc là et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sens au niveau couleur, lumière et tout, enfin le fait que tout se passe dans un centre commercial, enfin pas tout, je veux dire là où il travaille c'est un centre commercial, tout ultra est blanc, c'est un truc, c'est un laboratoire, c'est ultra blanc. Lui, ouais c'est ça, lui il est même pas en blanc, il est toujours en fade en fait, et c'est pour le coup le côté, il y a des trucs c'est pas forcément oui c'est ça, et c'est ça, c'est en fait il a un pantalon gris, des chaussures beige, une veste il est blond peroxydé beige très clair aussi, c'est très bizarre. Et ouais, c'est ça, et vraiment, il n'y a aucune couleur dans sa vie, quoi. Il n'y a que ses yeux bleus qui ressortent, et sinon, c'est le néant total, quoi. C'est le vide absolu dans sa vie. Et son sac aussi. Et même quand il est chez lui, ouais, il a son sac bleu, ouais.
Alors pareil d'ailleurs c'est intéressant parce que j'avais vu il y a pas longtemps une vidéo du youtubeur Sofiane qui parlait des couleurs dans le cinéma et du coup il énumère comme ça toutes les couleurs qui veulent dire des choses et tout, donc c'était intéressant. Et, euh, et du coup oui, ouais même chez lui tout est fade, beige, marron, enfin c'est... Puis même quand c'est des couleurs, genre, c'est même pas sombre en fait. C'est ni blanc, ni clair, ni noir. C'est vraiment un entre-deux. Et c'est, je trouve, ce qui transpire du film, c'est qu'on arrive à te montrer, sans forcément parler de l'acteur, que ce mec a une vie la plus. C'est même pas que sa vie elle est particulièrement triste ou quoi, mais c'est juste elle est morose quoi. C'est vraiment le gars qui a la vie la plus morose du monde. C'est métro boulot dodo, il est tout seul, il rentre dans son taf, il regarde les Simpsons sur son fauteuil tout seul et tout. Il y a aucune lumière dans sa vie, aucune couleur dans sa vie, c'est pas non plus un drame ou quoi. Mais ouais, c'est juste une tristesse absolue quoi. Et je trouve que voilà, tout le film transpire ça, et puis même le côté, parce qu'il y a ça quand on se focalise sur lui, mais le petit truc aussi. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a parlé et que je me suis amusé à décrypter tout ça, c'est que c'est des trucs qui sont assez basiques et bateaux et qui révolutionnent rien. Mais le fait que dès qu'il y a de la couleur dans le film, le trois quarts du temps, c'est par rapport aux photos aussi. Donc voilà, le fait que on te dise que dès qu'il a de la couleur dans sa vie, c'est à travers la photo des autres. Bon voilà, plein d'autres trucs, je vais pas tous les énumérer, mais j'ai passé plein de scènes comme ça où je me disais, tiens, je pense à Michael aussi, parce que je sais que c'est peut-être des trucs que tu t'es dit, vu que t'aimes beaucoup la technique et tout. Ben, pas spécialement. Mais voilà, Donc, moi c'est pour quelque ça, chose ça que me je fait fais pas plaisir de forcément. t'entendre. Ouais. Mais voilà, du coup, non, en vrai, en termes de rythme, alors je sais même plus combien de temps il dure, mais il fait pas 2 heures, il fait 1h40, 1h45, Ouais. un truc comme ça, je crois. Et franchement, ça passe. Il y a que, ouais, peut-être toute la fin dans l'hôtel, là, où je trouve que. En fait, je trouve que les 2 tiers du film sont tellement prenants dans le côté malsain, malaisant et angoissant du truc, qu'en fait, dès qu'il passe à l'action, entre guillemets, ça casse pas le rythme, au contraire. Mais en fait, moi, j'étais plus pris dans le film quand il se passait rien, entre guillemets, c'est pas ça. Mais dès qu'il agit, en fait, je suis moins dedans. Alors après, ça se finit avec une fin que j'aime bien et tout. Parce que justement on te montre que justement il est pas vraiment passé à l'action et que même quand il fait des trucs c'est dans sa tête et c'est que même pas il les fait pas, comme la scène où il est dans la maison et que du coup il se rend compte qu'en fait on se rend compte que du coup il imagine ça une fois. C'est le seul moment où il voilà, imagine. il y a juste la fin. C'est le seul moment où il imagine. Il y a cette C'est quand il est dans la maison. il y a ce moment là dans la maison et après il y a le moment où enfin, du coup, je sais pas. C'est peut-être La une fin question Tu parles de la fin qu'il est intéressant de se poser. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce qu'il a pas appuyé sur l'objectif ou qu'il n'y avait pas de pellicule ou est-ce qu'il n'est non, pas moi, allé. je pense qu'il a. Pour moi, il s'est Ah, pas, il y est allé, mais Non, il n'a il pas a pris fait- les pas photos. imaginé ça. En fait, non, il a vraiment fait tout ça, sauf qu'en fait, il voulait. Comme le but c'était juste de les punir, pour de vrai, il s'en Ok, foutait d'accord. de les prendre eux en photo. Il a pris plein de conneries en Ok, photo. ok. En fait, il s'en foutait des photos qu'il prenait. C'est juste, ça prouve, en fait, il les a jamais. Même limite, c'est le contraire, il les a jamais pris eux en photo. Il a pris que les objets partout, mais pas eux. Il n'a pas voulu prendre les humains en photo. Ouais. Comme Ok, ok. s'il était dégoûté d'eux. Donc vous méritez Ouais, même d'accord, pas, les objets méritent plus que vous, quoi. Et oui, alors du coup, pour la fin, pareil, au niveau de l'interrogatoire, il y a un petit truc où je me suis dit, c'est presque dommage, parce que il y a un petit côté surexplication qui, moi, Ouais. me met un peu, me laisse sur le côté. C'est le côté, ouais, mais en fait, je me suis fait violer quand j'étais petit, c'est pour ça que je suis comme ça. Oui, c'est vrai. Et c'est là, et c'est balancé vraiment, mais là, on est dans la dernière minute du film, et c'est balancé comme ça, autour d'un dialogue et d'une phrase. Et tu te dis, mais c'est pas obligé en fait. Ça peut être juste un gars qui est dérangé de base en fait. Et il n'y a pas besoin de mettre une histoire en plus hyper cliché de oui, mais en fait, je me suis fait violer. Oh là là, le pauvre, c'est pour ça qu'il fait ça. Non, mais je C'est suis d'accord, ça me dommage, rappelle. ça gâche pas le film. Hein. Dans le film, je sais plus comment c'est, Philibert Capitaine Puceau, il y a le personnage de. C'est quoi les films que tu regardes, Mickaël? Mais non, mais Tu c'est une sors des titres de films que je n'ai jamais entendus de ma vie. C'est une comédie Attends, mais c'est ça, française. les c'est- gens- Ah non, c'est- À C'est chaque fois, c'est pas un truc de pourtant, KPDP j'estime. ça? Si, une parodie de KPDP. Et, Oh la Ah et voilà, c'est ça, oui. Du coup, je et connaissais de nom. Alexandre Astier joue le méchant. Et à un moment, Ah, c'est pour ça, ok. Et il y a un moment, il y a un personnage qui lui dit oui,
en fonction de ce que tu as dû vivre dans l'enfance pour être aussi méchant. Il fait mais non, mais qu'est-ce que c'est ce truc de devoir toujours. Il fait non, moi on m'a aimé toute ma vie et ça fait que je suis quand même la plus grosse crevure qui puisse exister quoi. Mais du coup j'aime bien, tu vois, il casse Oui, un mais peu oui. ce cliché-là quoi. Donc, Enfin voilà, et oui, franchement, et c'est vrai qu'on en a pas, enfin on l'a juste évoqué, mais c'est vrai que moi la scène de la maison qui se passe dans sa tête justement, où tu le sais qu'au dernier moment que ça se passe dans sa tête Mm. et que tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que tu fais et tout est bien mis en scène pour que ça te mette mal à l'aise alors qu'il fait, en fait il fait que des trucs du oui, quotidien. oui. Il va aux toilettes, des trucs comme ça, et là tu fais ouais mais non, j'ai pas envie de voir tout ça en fait, Ouais. parce que et quand la porte s'ouvre, tu fais oh mon dieu l'horreur, Mm. et là vraiment, enfin voilà ce qui se passe, tu fais quoi? Et puis après tu fais ok c'est dans sa Ouais. tête, mais ça a marché du tonnerre quoi. J'étais tendu Mais comme alors, jamais. du coup, c'est marrant que tu parles de cette scène parce que moi, je ne fais pas allusion à cette scène quand je dis que c'est une scène m'a traumatisé. Ah ok. C'est beaucoup plus simple, mais je trouve qu'elle transpire tellement l'âme du film. C'est juste la première scène où tu le vois arriver dans son appartement et que la première fois où tu vois le mur qu'il a avec plein de photos chez lui. Hmm. Et que juste tu vois ça. Et moi, cette image de ce gars qui est tout seul chez lui sur son fauteuil avec un mur entier d'une famille enfin, n'est qui pas la connaît, sienne. mais qui Ouais. connaît pas vraiment. Enfin, c'est même Mm. pas. Et vraiment, ce côté est juste. Puis là, encore une fois, je trouve que la réal de ce film est très bonne au niveau cadrage, lumière et tout. Et là, il y a toute la mise en scène qui fait que c'est glauque. Enfin, même les deux projets de chantier qui éclairent ce mur, enfin, c'est Oui. ça transpire le. Puis même les répugnant, interactions. quoi. Les interactions sont assez énormes parce que lui, il est trop heureux de les voir, il est trop mignon et tout. Et eux, tu vois qu'ils seront pas bien, tu sais, comme un peu le côté. Mais Tu oui, sais, quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un parce que tu te dis, il a l'air un peu bizarre, mais que tu essaies quand même d'être poli. oui, c'est Et tu ça. fais. Et vraiment, tu es là, tu fais ok. Et tu sens que. Là, Non, et je sais puis- pas, eux-mêmes ils se disent, mais c'est pas Ouais, notre ouais. pote quoi. Enfin, je sais pas. C'est- C'est ça. Mais encore une fois, hein, enfin, c'est vrai que parce que c'est quand même le but du thème, le côté contre-emploi. Mais il le joue tellement bien. Enfin, vraiment, il y a Ouais. toutes les scènes où il leur parle, où il les croise et tout dans la vie de tous les jours, dans les magasins. Mais Ah ouais. il pue le mec gênant, quoi. C'est Ouais, horrible. c'est fou, ouais. Ah, Puis, vraiment. Oui, et c'est quand, vrai au café, là, tu sais, quand il est en train de lui dire, ouais, parfois je m'imagine qu'il m'appelle Oncle Sai. Là, tu fais, allez, C'est ça. ferme-la. Et là, c'est pareil. On parle de lui parce que c'est l'acteur principal, mais je trouve que les autres aussi sont Oui, ils sont très très bien. subtils dans Et le gosse, il joue dans bien. la façon d'être gêné. Oui, oui. Mais c'est souvent ouais, des petits jeux de regard ou quoi. À aucun moment ils surjouent les acteurs C'est le ça. côté on est gêné. C'est genre toujours des trucs subtils un peu genre des rictus de bouche, des regards un peu au loin et tout. C'est ça. Et c'est comme quand il croise le mari au magasin et que du coup il appelle un gars pour l'aider sur les PC et tout. Et en fait, tu le vois lui partir et en fait, au loin en second plan, tu vois juste le mec qui tourne la tête en mode, il le regarde en mode, mais qu'est-ce que ce mec? Et puis juste, enfin ça dure une microseconde quoi. Il jette juste un coup d'œil. Et je trouve que voilà, ça représente bien le truc de toi qui a pu connaître cette sensation de. Enfin, on a tous connu des mecs un peu bizarres ou gênants, tu sais, qui te parlent alors que t'as pas forcément envie de leur parler ou quoi. Et t'as toujours ce truc où tu te retiens, mais t'en penses pas moins, quoi. Et c'est très bien retranscrit dans ce film. Guillaume. Ouais. Ah, il va me Écoutez, casser. Il va tout me casser. Eh bien écoutez, t'as mis combien toi, Mickaël? 8,5 ou 9. 8,5 ou 9. Ben, t'as mis 8. Écoutez, Allez, trio. vous inquiétez pas, Ah, on a mis la même note. ok, Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. ça a marché. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Parce que film. je me suis dit, Guillaume dit souvent qu'il aime pas voir des films où il a des émotions négatives. Je sais que c'est quelque chose qui ressort un peu C'est pour ça qu'il quand propose on te The Human montre des Centipede. trucs qui sont. Non, c'est pas. Oui, mais tu vois, c'est pas par que exemple, c'était un peu le truc, tu vois, dans We Need to Talk About Kevin ou quoi. Je sais plus Ouais, si c'est t'avais vrai. aimé ou pas ce film au final. Oui, non, mais non, il était horrible ce film. Non, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est des films. Je suis désolé, mais des films bizarres en fait. C'est juste ça que j'aime pas, tu vois. Des films où c'est la mère avec le gosse. Enfin, le gosse, c'est le diable dans le film.
il se chie dessus, il fait exprès d'être une merde. Le seul moment où il est pas bâtard avec sa mère, c'est quand elle le frappe. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et puis c'est pas linéaire, donc c'est un bordel sans nom. Et puis, enfin, je sais pas, non. Enfin, je saurais pas expliquer la différence. Mais Photo Obsession, non, oui, c'est sûr que c'est pas un film qui te fait te sentir très bien, mais c'est vraiment intéressant et original. Et t'as fait la blague avec le sociopathe, mais moi je rapproche un peu ce film de Night Call du coup. Parce que c'est ce côté où tu suis le héros pendant tout le film, un héros seul, t'as zéro info sur lui, il a pas de copine, pas de famille et tout, non, c'est juste lui. Et lui qui est assez bizarre, quoi, on va pas se mentir. Et en fait, je pense juste que oui, c'est quelqu'un de. C'est même plus qu'il est triste, c'est qu'il est désespéré, en fait. C'est quelqu'un de profondément seul. Et je trouve ça intéressant de suivre un personnage comme ça, mais pas en mode je vais devenir un tueur à gage, n'importe quoi, un serial killer. Je vais tuer des gens. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au début, tu te dis, enfin c'est con, hein, mais ça marche très bien. Dès le début, tu te dis ah putain, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est chez les flics? Donc déjà, tu as le côté un peu qu'est-ce qui va se passer? Qui est un peu mystère, voilà, suspense, on va dire, tension. Et au fur et à mesure du film, en fait, tu t'attaches énormément au personnage, mine de rien. Parce que tu te rends compte que, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas tout à fait un rôle à contre-emploi, je trouve, de Robin Williams, parce que j'ai quand même énormément ressenti la vibe Robin Williams, en fait, dans le film avec ce personnage Oui, qui, mine de rien, est profondément bon, encore une fois. Évidemment, mais après, à côté de ça, c'est plus la mise en scène et ce qu'il va faire et sa façon d'être qui est complètement à contre-emploi. Ouais. Je comprends, mais pour moi, ce film a totalement sa place dans dans ce podcast-là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que mine de rien, moi, je m'attendais vraiment à voir je sais pas, un Robin Williams en mode Gary Oldman dans le 5e élément. Alors qu'en fait, c'est justement parce qu'il joue quelqu'un. C'est parce qu'il est lui-même et ce côté ultra tendre que ça le rend encore plus malsain du coup. Bah c'est ça. Mais en même temps, tu sens que au fond de lui, c'est quand même quelqu'un de vraiment bien. Oui. Tu comprends jamais vraiment pourquoi. Et je suis d'accord avec Benjamin, je trouve que c'est un peu beaucoup à la fin, mais d'un autre côté, je trouve que ça sert aussi le propos, parce que pour la première fois du film, tu apprends quelque chose sur lui, et c'est la première fois où il craque un peu, tu sais, à la fin devant le flic. Et c'est là que j'ai vraiment senti la touche Robin Williams, c'est que le flic, tu sais, il fait « Ah, je comprends mieux, je vais voir ce que je peux faire. » Et t'es là... Oui, bon, ok. Après, je te cache pas que la famille, c'est bien beau, mais elle va rester un peu traumatisée quand même, hein, d'avoir eu un événement comme ça et un mec qui les suit. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dérangeant dans le film, c'est à quel point il essaye de créer des interactions avec eux. Donc déjà, quand il s'est ramené chez eux, je me suis dit, ouh là là, ça c'est bizarre. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que je suis d'accord avec toi, les couleurs sont très très froides dans le film, mais dès que on s'intéresse à la maison du couple, d'ailleurs couple dont la mère est jouée par Connie Nielsen de Gladiator, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et, putain, c'est Gladiator, c'est ça. Et surtout les couleurs dans la maison sont très chaudes, c'est vraiment des couleurs un peu marron, beaucoup plus, je sais pas comment dire, chaudes, en fait, plus foncées, plus chaleureuses. Et ce qui est drôle, c'est que dès qu'il arrive là-bas, il enlève son manteau ou sa veste ou je sais pas trop quoi, et il va mettre le pull du père dessus. Et c'est ça que je trouve marrant en fait, c'est que vraiment il s'imagine sa vie là-dedans. Et alors oui, ça a marché sur moi ce côté-là, mais ça marche toujours sur moi. Ces trucs-là, ça marche toujours sur moi. J'ai beau avoir vu des centaines de films, ce côté-là marche toujours sur moi. Où je sais pas, t'as plein de gens qui peuvent dire non, mais il se l'imagine, non, il est en train de rêver ceci, cela. Pour moi, ça marche. Après, je fais ah ok, c'est qu'il était en train de se l'imaginer. Ok, je comprends. Mais à chaque fois, je tombe dans le panneau. Et là, je trouve que ça marchait vraiment bien. Et alors, j'arrivais à quelque chose que j'ai oublié en disant ça. Mais oui, les interactions qui se créent avec la famille, pardon. Moi, c'est ce qui m'a mis le plus mal à l'aise, je pense, dans le film. Quand à chaque fois, il va croiser le père dans le rayon et qu'il va faire hey, je vous connais, vous êtes le père de cette famille, je vous vois sur les photos que je développe. Fait, ah, vous êtes ça, et oui, je vois, blablabla. Et après, il continue à dire des trucs. Enfin, il se montre super gentil et tout. Et c'est vrai que c'est. Et tu vois que l'autre, il veut s'en débarrasser, qui dit ouais, je suis pressé. Mais oui. Tu sens le gars qui dit un peu dégage, mais poliment, que n'importe qui comprendrait et se casserait, mais pas lui. Et ce qui est horrible, c'est qu'on a tous déjà rencontré des gens comme ça, tu sais. Des gens.
t'es gentil avec eux parce que tu te dis oh bah voilà ça a l'air d'être un bon gars et tu te rends compte qu'après en fait le gars il est là, quelqu'un est gentil avec moi mais vas-y je m'accroche à cette personne et du coup il te lâche plus et moi ça m'est déjà arrivé, je me rappelle d'un mec à la fac que je voyais, il était tout le temps tout seul, il me faisait un peu de la peine et un jour je suis allé le voir, on a parlé et donc vraiment il avait les yeux grands ouverts genre waouh on veut être mon ami, incroyable et sauf qu'après j'ai compris que c'était une espèce de fou. Mec, à un moment, j'étais dans un couloir en train de parler avec quelqu'un, il m'a tiré par le col. Je fais, oh! Il fait, pourquoi tu m'ignores? Et je fais, mais quoi? Il avait même pas mon numéro ou quoi? Hein. Il me dit, pourquoi tu m'ignores? J'étais là, quoi? Ah ouais. Donc voilà, je pense que ce genre de personnage arrive. J'ai connu, existe, je veux dire. je connais quelqu'un qui est tellement seul qu'il crée des podcasts de cinéma pour parler à des gens. Pardon. Ah ouais. Oh la victime, trop bizarre quoi. Non mais trop bizarre, le sans amis. Oh là là. Non, pardon, c'était pour la blague et tu peux reprendre. Non mais ce que je veux dire c'est que voilà, ce genre de personne existe je pense et c'est une de mes hantises de me taper des gens comme ça parce que de me taper au sens figuré. Hein. Du coup, rien de... Enfin non, c'est encore pire si je dis ça. Non, d'avoir ce genre d'interaction avec des gens parce que je suis pas quelqu'un de foncièrement méchant et ça me fait mal de dire écoute, tu me casses les couilles, barre-toi. Parce que déjà tu sais pas comment il peut réagir, le mec il peut complètement vriller et passer à autre chose, mais c'est vrai que les gens qui ne read pas the room, comme on dit en anglais, hein, et qui n'arrivent pas à voir un peu ce qui se passe devant eux, à comprendre. Read the room, en gros, c'est comprendre un peu la situation autour de toi, tu vois. D'accord, être ok. alerte un peu de tout ce qui se passe autour de toi. Ok. Et souvent, c'est quand t'arrives dans un groupe d'amis qui est en train de parler, de rigoler, t'arrives, t'as tout le monde qui s'arrête et qui te regarde. Voilà, quand tu read the room, tu te dis ok, je vais y aller, pardon. Et tu vas pas continuer à leur parler ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc bref, moi c'est toujours un truc qui me fait peur, donc c'est pour ça que ça me met un peu mal à l'aise et surtout ce qui se crée avec l'enfant aussi. Où il va le voir dans le magasin, donc dès que le gosse il lui dit ah ouais c'est un truc que j'aimerais trop avoir mais papa veut pas que je le prenne, je lui dis allez c'est bon il va lui acheter. Je vois bien après le mec qui vient regarder le gosse pendant son entraînement de foot. Et qui le raccompagne. Il y a un moment je me disais les parents vont lui tomber dessus, ils vont lui dire en fait finalement il y a aucune conséquence à ça, mais tu as peur, tu as toujours peur, il y a un moment on va leur tomber dessus, leur dire mais qu'est-ce que tu fous avec mon gosse en fait, tu vois, c'est. Mais ils vont lui dire mais c'est quoi c'est ça que je trouve assez bien dosé dans le film. C'est ce côté, cette balance entre il y a vraiment deux visions dans le film. C'est vraiment sa vision à lui, du mec gentil de base, mais un peu cringe parce que justement, il est trop gentil pour... et du coup, ça lui donne ce côté bizarre et tout, alors qu'il veut bien faire tout le temps. Et il y a le point de vue de tous les autres personnages du film qui le voient comme un mec limite prédateur, enfin je sais pas, tu vois, mais de cette scène là aussi quand il est à son entraînement de foot, ou que encore une fois c'est assez subtil, où t'as juste l'entraîneur qui dit au gamin ça va Jake, exactement, ouais, c'est bon. C'est ce que je voulais dire. Tu sens que ça va, il veut dire tu connais cette personne ou oui. C'est là où je voulais en venir ça. Justement. C'est plein de petits détails, exactement. Ouais, c'est ce que tu as dit, du coup. Genre l'entraîneur qui, quand il parle au gosse, lui dit ça va, t'as besoin d'aide? Parce que c'est super suspect. Et même le gosse qui dit à sa mère j'ai l'impression que ça, il a vraiment pas beaucoup d'amis et tout. Elle fait oh, mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'il en a plein, qu'il a une petite amie. Et qu'après, il se crée cette interaction donc, dans le mall, là, au restaurant du centre commercial là, avec la meuf et qui va faire semblant de lire un livre. Le même livre parce mais je lis ce livre. Il a fait gaffe à ce qu'elle lisait et tout. Tu fais aïe. Et, est-ce que j'ai déjà écouté une chanson à côté de quelqu'un parce que je savais qu'elle aimait cette chanson? Ok, too much information, mec, t'inquiète. Non, mais je me dis qu'on est tous un peu comme ça. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Lui, c'est juste une version un peu. Ouais. Oui, mais c'est vraiment le move de prouveur max, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment genre. Et en plus, c'est même pas pour la draguer. C'est du niveau des mecs. C'est même pas pour la draguer, c'est ça qui est fou. En fait, il est pas amoureux d'elle. C'est une interaction, en fait. Si, je pense qu'il est un peu amoureux d'elle, quand en même. vrai, je pense pas. Il est amoureux de la famille. Il est vraiment amoureux de la famille. En fait. Moi, c'est un peu comme ça que famille. je l'ai vu. Ah, je le vois pas du tout, moi. Mais et c'est pour ça, à la fin, moi, j'avais peur qu'il tue le père. Donc, comment as-tu pu faire ça et tout. Mais au final, ça va, quoi. Et non, ouais, c'était vraiment un bon film avec une bonne ambiance. Pour moi, c'est vraiment un 8 plus un très gros 7, je dirais genre 15-16, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un bon petit film. Et puis aussi,
moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le détail où il se fait virer de son boulot par d'ailleurs le mec qui joue le mari de Catherine Mayfair, là, le flic fou dans Desperate Housewives, voilà, donc, qui joue le patron de Robin Williams dans ce film. Qui, c'est le seul autre truc dans lequel je l'ai vu, donc c'est pour ça. Mais ouais, qui vire Robin Williams parce qu'il y a des photos qui disparaissent à chaque fois, des centaines, toutes celles qui sont affichées dans son salon. Il se fait virer, et après, il apporte des photos au centre commercial pour qu'on les fasse développer. Il dit, allez, juste cette fois-ci, le patron, il fait, bon, ok, mais c'est la dernière. Il les développe, on lui apporte les photos, et le patron se rend compte qu'il a pris en photo ses gosses. Donc le truc bien flippant, et c'est là qu'il dit, ah ouais, il est capable de choses un peu badantes quand même, le Robin. Même là, la mise en scène est très flippante, parce que c'est pas juste il a pris en photo sa gamine, c'est qu'il a vidé une pellicule sur la même... Oui, voilà, c'est ça, il a fait un mode rafale avec avant que ça existe. Avec un zoom, avec le zoom qui va avec, quoi. C'est vraiment... et puis ce côté, quand il fait tourner les photos, je sais pas comment on peut appeler ça, là, le fait de tourner très vite les photos là, pour les feuilleter, quoi. Et que tu vois petit à petit que là c'est pareil, c'est bien fait, le zoom progressif, comme un petit dessin animé là où tu tournes les pages et ça fait... Et là où tu vas vraiment presque, tu vois la gamine bouger à travers les photos, c'est terrifiant. Et là c'est pareil, en fait, depuis tout à l'heure on dit ouais il est gentil et tout, mais c'est vrai que c'est quand même très ambigu, parce que même à ce moment-là où tu le vois faire ça, enfin tu vois pas qu'il prend en photo la gamine, mais tu comprends après que c'était elle qui prenait en photo. Mais il y a tout ce truc justement où il parle de... Alors du coup je l'ai vu en VO, enfin, je pense que c'est le cas de nous trois, et c'est le moment où il parle du snapshot, et qu'il dit à la base c'est un terme qui servait pour la chasse. Et au moment où il explique tout ça, parce que tout le film est avec une voix off aussi, où il explique lui, enfin c'est son point de vue et tout, et là voilà, il est en train de prendre en photo une gamine en disant le snapshot à la base c'est un truc de chasse, et du coup tu vois avec le gros zoom et tout, comme si c'était un sniper, quoi. C'est très bien foutu. Ok. Et oui, et juste pour finir, je trouve en fait, un personnage obsédé par la photo comme ça, tu sens qu'il a des troubles un peu, et qu'il a fini par avoir cette obsession et trouver une telle poésie dans la photo, la façon dont il est, ah ouais, c'est vraiment capturer un moment du temps, quand on a trouvé quelqu'un qui nous aime assez pour estimer que ça en vaut la peine de nous prendre en photo, tu sais, des trucs comme ça, et c'est vraiment touchant, je trouve. Et du coup, je pense qu'il a aussi un côté un peu autiste, je pense, genre léger, mais un peu un côté autiste, qui lui fait adorer ça et se donner à fond pour ça, et c'est toute sa vie, et c'est pour ça que quand il perd son boulot, et qu'en même temps il se rend compte que il perd sa famille, c'est un peu la descente aux enfers pour lui, mais malgré tout il reste quand même un gars un peu bizarre, mais un bon gars, quoi. Ok, bon, je suis ravi, Benjamin, je me souvenais que tu l'avais déjà bien aimé, mais je suis content que tu l'aies même encore plus apprécié pour ce deuxième visionnage, et Guillaume, je suis vraiment ravi que ça t'ait plu. Nous allons maintenant passer justement au film de Benjamin, c'est vrai. Oui. Donc nous passons maintenant au film de Benjamin. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi ? Alors, moi j'ai choisi Copland, un film de James Mangold avec Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, ça n'en finit pas, Robert Patrick, c'est un festival. C'est bien Robert Patrick, on est d'accord? Oui, hein, c'est bien Robert Patrick. Voilà. Le Et tennis. voilà, c'est ça. Pour moi, Robert Patrick, c'est son deuxième nom. C'est son. Oui, c'est son oui, c'est ça. prénom, Mais non, et du coup, j'ai envie de dire, j'avais vu, alors du coup, quand tu nous as proposé ce film, je savais pas trop forcément quoi choisir. Évidemment, j'ai le Ciao Pantin qui m'est venu en tête, mais je me suis dit peut-être qu'on peut trouver quelque chose de moins évident et que tout le monde n'ait pas vu. Donc j'ai cherché un peu sur Sens Critique notamment. Et je suis tombé sur Copland, qui est un film que j'avais en tête depuis un petit moment, sachant que j'en avais entendu parler en bien en général. Et voilà, et je me suis dit, c'est l'occasion. J'avais notamment entendu parler du contre-emploi de Stallone, qui a un rôle... je trouve que j'ai retrouvé un peu le Stallone du début, dans ce côté un peu... de Rocky, un peu. Un peu bené, touchant, qu'il a, c'est ça, dans Rocky, et même dans Rambo.
Rambo, c'est juste une grosse victime à la base. Enfin, c'est juste le mec le plus gentil du monde qui veut juste faire sa vie. Une grosse victime, faut pas déconner quand même. Oui, une victime, oui. Bon, voilà, Mais quand même. non, mais pas Rambo, victime c'est au vraiment sens une social, victime. je veux dire. Rambo, c'est juste qu'il veut qu'on le laisse tranquille en fait. Mais c'est Oui, pas une c'est ça, victime. oui, C'est ça. c'est- On l'emmerde en premier, on va dire. Victime, C'est ça, il c'est ça. se fait emmerder avant d'emmerder les on autres. le fait chier et en fait pendant tout le film presque il essaye d'éviter les ennuis et c'est les ennuis qui viennent à lui parce que tout le monde veut le faire chier. Mais voilà, dans le côté victime, je voulais dire ce mec gentil de base quoi, qui veut pas faire de mal aux gens et tout. Et il y a un peu ce côté-là, je trouve, dans Copland. Donc c'est le shérif de la ville des flics, donc comme son nom l'indique, parce que il y a tout quelques écrits qui expliquent ça au début du film, donc qui dit que dans New York, il y a eu beaucoup de flics à une époque. Bon, là, c'est un film de 97. Et beaucoup de flics voulaient justement partir de New York parce que c'était pas bon apparemment d'être flic à New York dans ces années-là. Et du coup, il y a carrément des flics qui partaient un peu en masse autour de New York, ce qui fait qu'on avait des petites villes qui étaient peuplées essentiellement de flics. Voilà. Et du coup, tout le film en fait se passe dans cette ville-là. Je sais plus le nom de la ville, mais c'est ça. Et alors, il y a quelques scènes dans New York, mais en fait, c'est de l'autre côté du pont, en gros. Et voilà. Et du coup, tout se passe dans cette ville où le 3/4 des habitants sont des flics, quoi. Et bah déjà, j'aime bien le concept, parce que c'est rare qu'on nous montre ça au cinéma. C'est soit on te montre des villes genre Gotham où il y a rien qui va parce que la criminalité est au max ou quoi. Soit on te montre des grandes villes, des tout, ou soit des trucs de campagne profond et tout. Et là, du coup, t'as un espèce d'entre-deux avec ce concept un peu original de se dire, bah, genre tous les flics de la ville d'à côté sont là, quoi, avec leur famille et tout. Sauf que si c'était que ça, ce serait trop beau, parce que, bah, évidemment, il y a des histoires louches qui liées à cette ville, et notamment Harvey Keitel, qui est un peu le boss de cette petite ville, où voilà, tu sens très vite qu'il est un peu louche et qu'il a trempé dans des histoires pas très claires. Et voilà, ben moi j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un 9, je pense. Voilà. Parce qu'il y a à peu près tout ce que j'aime dans les films de voilà, il y a des mafieux, il y a des flics ripoux, il y a Stallone, il y a que des acteurs top quoi, enfin ils sont tous bien. C'est un casting qui pue le charisme, voilà, je vais pas les reciter, mais et puis d'ailleurs j'ai l'affiche sous mes yeux là sur mon portable, mais Robert De Niro, je trouve que ça passe aussi en mode contre-emploi, parce que c'est rare que tu vois Robert De Niro flic, et là en plus c'est un flic un peu bureaucrate, enfin il mène ses enquêtes et tout, mais voilà, c'est un flic avec une coupe de cheveux un peu en bataille, une moustache et tout. Il y a un peu ce côté un peu ancien flic, un peu ouais, je sais pas, un peu posé quoi. Et je trouve que c'est pas forcément les films où tu vois le plus Robert De Niro dans ces rôles-là, quoi. Là où voilà, le mec a joué le parrain dans Le Parrain 2, c'est Ouais, carrément. moi, il va plus me faire la penser à son jeunesse personnage de- dans Sleepers, tu sais, le prêtre cool. Mais un peu plus comme ça, tu Mhm. sais, le côté un peu posé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a cette vibe-là, ouais, carrément. Mais oui, après, c'est vrai que bon, il a fait pas mal, soit des braqueurs, soit des Ouais, bien mafieux, sûr, oui, enfin, évidemment. dans les nerfs à vif, voilà, que ça, quoi. Même dans Casino, qu'on a vu il y a pas longtemps, bon, c'est. Oui, et il puis est même gentil les dans le rôle, mais Incorruptibles, bon, tout ça, oui, c'est. Et là, de le voir en espèce de vieux flic un peu, bah, je trouvais ça assez original aussi. Et c'est marrant parce que j'ai cru aussi que c'était un contre-emploi pour Robert Patrick, où je me suis dit, putain, Robert Patrick qui joue un flic, putain, c'est étonnant. Alors après, je me suis dit que j'ai compris que c'était le pire flic du monde, donc je me suis dit, bon, du coup, c'est pas. Bah, Ça dans tombe Terminator pas trop, aussi, c'est le oui, pire c'est flic ça. du monde, hein, parce qu'il a... C'est à ça que je pense Ouais, aussi. c'est vrai, putain, j'avais. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé ce film, j'étais à fond dans l'histoire, je trouvais. Je trouve que le scénario est très prenant et voilà, bon. Enfin, je sais pas trop quoi dire en fait, parce qu'il y a à peu près tout que j'ai aimé dans ce film-là, donc c'est génial. Et juste James Mangold, qui apparemment est un réal dont j'ai vu beaucoup de films en fait, sans trop le savoir. Parce que bon, je sais que j'adore
Logan, notamment, c'est le premier film qui me vient de sa filmographie que je trouve génial. Mais en fait, j'en ai vu le trois quarts. Enfin, j'ai sa filmographie sous les yeux. Sachant que Copland, c'est son deuxième film. Une vie volée, je l'ai vu. Identity, je l'ai vu. Walk the Line, je l'ai vu. Night and Day. D'ailleurs, je l'ai petite, vu, il y a pas petite longtemps, je savais pas du anecdote, tout que une c'était vie lui. volée, nous l'avons vu dans le premier concept qu'on faisait avant de faire le podcast. Oui, je me On rappelle. l'avait Ouais. vu dans les films je sais plus si c'était asile psychiatrique ou de fou ou un truc comme ça, le thème. Et Ouais, voilà. Et bon, ouais, Wolverine, il a fait aussi Le Combat de l'Immortel. Le Mans 66 que j'ai vu. Et En Parfaite Inconnue que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est le film sur Bob Dylan que j'ai vu il y a pas longtemps au cinéma. Et je savais pas non plus que c'était lui. Donc il a pas fait tant de films que ça. Il en a fait pas mal, mais j'en ai vu beaucoup. Donc j'ai envie de voir les autres du coup. Et sachant qu'il a participé au scénario de Oliver et compagnie de Disney. Voilà. Mais sachant qu'ils sont beaucoup de scénaristes, donc je sais pas si ça compte. Mais bon, c'est marrant de se dire que le réal de Copland a participé à un Disney. Donc bah voilà, je vais vous laisser en dire ce que vous en pensez. Peut-être que je Bah écoute, répondrai, mais, moi j'avais déjà vu plusieurs fois ce film et je trouve que c'est bah oui un super bon film. C'est le genre de film des années 90 que j'adore. Je lui ai mis 8 aussi. Et alors lui c'est un bon 8. Et en fait je trouve ça génial. Déjà ce casting, c'est un casting de fou. C'est incroyable, Robert Patrick. Alors déjà, ce qui est génial, c'est que Robert Patrick, pour moi, il a la meilleure carrière d'Hollywood, en fait. Parce que, en l'espace de 7 ans, il s'est quand même fait tuer par Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone. Et même après, il se fait buter par John Cena, tu vois. Enfin, c'est le mec, toute sa carrière, il s'est fait défoncer par des mecs qui pétaient la classe. Et parce que oui, hein, il joue dans Die Hard 2, si jamais, en plus de Terminator 2, il joue dans Die Hard 2. Ah donc, putain, c'était un je an. me demandais qui ça correspondait. Ok, je savais pas. Eh ben oui, c'est un an, 58 minutes pour vivre, un an avant de jouer le T-1000. Il a joué dans Die Hard 2. Et bref, et Copland, du coup, ouais, c'est une... Bah pareil, l'histoire, je la trouve vraiment, vraiment réussie, ce côté petit shérif d'une ville, pas très finot, mais qui a vraiment... qui est un vrai héros, en fait, qui a vraiment l'âme l'âme propre, en fait, l'âme pure dans cette ville un peu de ripou. Et ce que je trouve bien, c'est que ça va pas être le truc, il est juste, et les autres, ils sont là, ouais, sale flic, ah ouais, tu vas te la jouer juste, il vaut mieux que tu fasses profil bas. Non, au contraire, même les ripoux, ils sont sympas avec lui. Et après, dans son dos, à dire, ouais, non, Freddy, il est sympa, non, c'est un bon gars, il est pas très finot, mais c'est un très bon shérif pour cette ville, parce que ça leur va très bien, évidemment, que C'est ça, le il y a shérif se mêle un pas de côté leurs un affaires. peu, il y a un côté beudé du village. Et un côté idiot du village, mais que tout le monde aime bien, tu vois. Et c'est ça qui est cool à la fin, c'est que le côté. Ouais. l'idiot du village, il vient vous défoncer la gueule, quoi. Et c'est une fin un peu à la Taxi Driver, je trouve, tu sais, où il fait bon, allez, ça suffit, je vais tous les baiser maintenant. Et même là, je trouve ça marrant que ce soit Ray Liotta qui devienne complice qui se range du côté de Sylvester Stallone, le ripou un peu qui veut se racheter. Et ouais, toute l'histoire et même la vibe de ces années 90, je sais pas, ça me fait vraiment plaisir de voir ça et revoir ces acteurs qui étaient vraiment dans leur quarantaine, cinquantaine, c'est juste super agréable parce que c'était une très belle époque, je trouve, pour le cinéma ou ce genre de cinéma. Et Copland en est une parfaite illustration, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si le flic, je sais plus comment il s'appelle là, le mec qui se cache pendant tout le film là, Rise, non, comment il s'appelle, Starboy, je crois. Bon bref. Oui, Michael Rapaport, le nom, c'est ça. Mais je me demande s'il joue pas dans Murray. S'il joue pas dans Prison Break, l'agent du FBI qui les trahit là, ou je sais pas trop quoi. Mais bref. Et il joue dans, je sais qu'il fait un. C'est lui qui fait un rôle dans Friends. Il est le copain de Phoebe dans un épisode où il joue un flic qui tue des oiseaux au réveil. Je me rappelle, il y a toute une vanne sur ça. Voilà, et j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. C'est le genre de cinéma qui me plaît beaucoup.
C'est toujours une valeur sûre, c'est toujours plaisant de revoir ce genre de film, de me replonger dans ces années-là. Et ouais, et puis le casting, que dire dessus, hein, il y a pas de cabotinage ou quoi, non, c'est juste Oui, un oui, petit non, film sans prétention. Ça va pas être genre Le Parrain, ouais, on fait un giga film de 3 heures. Non, non, c'est un film vraiment qui aurait pu être joué avec n'importe quel autre acteur, ça serait passé. Et là, je trouve ça cool que Ouais. ces mecs-là se disent, vous savez quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu faisais ton five dans le quartier et puis t'avais Zizou qui venait avec Barthez, comme ça, qui disait, vous savez quoi, venez, on se fait ça entre potes. Ouais. Enfin, je trouve ça cool, quoi. Donc voilà. Et, mais je crois que Michael, je sais pas si tu l'avais déjà vu, Michael, je crois Non. pas. Non, j'avais jamais vu. Et Pas plan. je crois que j'avais déjà vu la VHS chez mes parents sans jamais l'avoir vu, quoi. Ça me dit quelque chose, le titre et tout. Je sais pas, j'avais déjà vu ça passer. C'est vrai que, alors moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le thème et le rapport au thème avec le contre-emploi. Pour moi, ça a marché totalement, clairement. Même si tu dis, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Ah ça oui, ressemble oui. beaucoup au rôle de Rocky, etc. C'est sûr, mais après, entre ça, il y a eu quand même les Rambo 2, Rambo 3, il y a eu Demolition Man, enfin, on a eu Oui, c'est ça, le en fait. nouveau Stallone, et c'est vrai que le fait de revenir à ça, pour moi, c'est du Oui. contre-emploi. Tu fais, ok, il fallait oser, quoi, tu vois. C'est ça. En fait, c'est un peu un retour aux sources, mais qui Mm. passe dans le thème de contre-emploi parce que à l'époque où là, enfin, on est en 97, Ouais, ouais, c'est-à-dire c'est ça. à l'époque où le film sort, on est Oh. clairement sur du contre-emploi par rapport à l'image Ouais, qu'on a de c'est ça, Stallone, quoi. on est à Enfin, fond sur le actionneur et tout, ouais, carrément. Exactement. là, Euh, on a quand même un film où Stallone a du bide, quoi. C'est quand même fou. Alors que le mec passait son temps torse nu avec Rocky 3, avec les tablettes de chocolat et tout. Bon, il a du bide. Ça reste le bide de Stallone, hein. C'est pas une baleine. Oui, et puis d'un Stallone cinquantenaire aussi, quand même. Oui, voilà. Mais bon, voilà, tu sens qu'il n'a pas fait le même entraînement qu'avant Rocky ou Rambo, quoi. Oui, non, bien sûr, ça c'est... Mais sinon, là, j'ai pas grand chose à dire de plus que tout ce que vous avez dit, et je suis d'accord, c'est un excellent film. J'ai passé un super moment devant. J'ai mis 8,5 aussi. C'est. Oh putain. Ah ouais, non, vraiment, c'était excellent. J'étais pris du début à la fin. C'est le genre de film. J'avais que un peu peur pour toi. Je savais que Guillaume l'avait vu et qu'il aimait. Et toi, je me disais, Ouais. je sais pas. Bah ouais, ça a marché. Déjà, il y a totalement cette vibe années 90 que j'aime énormément. Vraiment Ouais, ça, c'est vrai que j'adore, hein. Putain. Et je sais que toi t'aimes moins les actionneurs des années 90, Benjamin, mais je sais que ce genre de films des années 90, tu les aimes beaucoup. Oui, Et oui, non, mais c'est pour ça qu'on est clairement dans ma cam. ouais, et vraiment, ouais, en fait, j'ai rien à dire de plus. Tous les acteurs, tout le scénario, j'ai été pris par tout. Ils sont tous ultra bons. J'ai trouvé ça, comme tu dis, ça transpire d'humanité. C'est ce côté petite ville et tout. Enfin, vraiment, en fait, t'as dit tous les arguments que je voulais dire parce que c'est exactement ça, en fait. C'était vraiment une excellente surprise et j'ai envie de le revoir, en fait. J'ai vraiment envie de le revoir. Je suis avec un plaisir certain. Je pense que je le montrerai à mon petit frère, par exemple, lui qui aime bien les films un peu actionneurs et tout. J'ai envie de le montrer un peu. Je croyais que t'allais dire, je le montrerai à Oui, mes t'allais fils. dire à mon fils. Non, mais mon petit frère qui a. Ils ont 4 et 7 ans, ça Mon passe. petit frère qui a 20 Allez. ans, hein. Mais je suis sûr que c'est ce genre de film qui lui plairait beaucoup et voilà, j'ai la bonne excuse pour le revoir. J'ai vraiment, non, franchement, c'était excellent et non, vraiment, trop bien. Donc, non, Je sais que j'ai bien aimé aussi Oui. la petite montée de badassitude quand même, parce que c'est vrai qu'au début, enfin, le 3/4 du film, on parle de Stallone en mode Oui. c'est le petit shérif un peu simplé, voilà, que tout le monde. Mais c'est vrai qu'à la fin du film, il redevient quand même pas mal badass. Ouais. Et je sais qu'il y a une scène où, qui capte bien ce moment où ça y est, il switch en mode badass. C'est quand il parle justement à Harvey Keitel et qui lui dit en gros, demain tu viens voir les flics avec moi, c'est pas négociable. Et que du coup, Harvey Keitel a tout un truc en disant, mais tu te prends pour qui? T'as passé ta vie à être un petit shérif, c'est moi ton patron en gros et tout. Et il y a ce truc du, voilà, mais pour qui tu te prends en fait? Et là, t'as un petit zoom sur sa tête en contre-plongée en mode bien héroïque et qui dit, je me prends pour le shérif de cette vie. Elle fait, wow, tellement stylé. C'est vrai que Et ça, il passe surtout... ça contrebalance avec le moment où il a, au tout début du film, justement, où il est avec sa partenaire et qu'il y a un excès de vitesse et qu'il dit non, mais laisse-le, c'est bon, t'inquiète, vas-y, tu peux Et partir. puis surtout, ciao. allez, Oui, c'est ça. reprends ta cruche, ou je sais pas trop quoi, Ouais, c'est reprends ça. ta cruche, là, laisse-nous passer. Et lui, il a Mais limite de c'est sourire. pareil, comme en ça. vrai, je trouve qu'il y a des bonnes.
des petites punchlines et des petits. Je trouve que les dialogues sont bien écrits et il y a tout un truc justement où, enfin évidemment, tout le film se base sur le côté que bah, les flics, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément les gentils quoi. Et justement dans cette première scène où tu vois la fille, enfin la fliquette arrêter les deux, Robert Patrick et Harvey Keitel. Où du coup Harvey Keitel lui dit non mais t'inquiète, t'es nouvelle mais tu sais que maintenant bah, si t'arrêtes un flic dans cette ville bah, c'est que on est du bon côté de la loi et qu'elle lui répond bah en même temps s'il n'y avait pas de flics dans cette ville il n'y aurait pas d'arrestation quoi. Ok. Mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai été un peu. Je trouvais presque avec Ethel presque trop méchant. Voilà. Il y a des moments. Moi, à partir du moment où il laisse. Tu sais, où il referme la porte discrètement pour faire genre aller bloquer, pour laisser le temps au mec de tomber. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, t'es une crevure, mais vraiment, vraiment une crevure, quoi. C'est vraiment, il est. Moi, je trouve que ça. Oui, mais. Ça passait bien. Je m'y Franchement attendais ça pas. m'a pas Le mec, choqué. il Enfin, va le faire mec moi, essaye quand même de buter son neveu donc. Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais il y a justement même ça, tu vois. Je trouve qu'il y a un moment, il est presque un poil trop méchant. Mais après, je veux dire, j'ai adoré le film. Voilà, je chipote totalement. Ouais, non, ouais. Mais il y a des moments où je me disais, ouais, ok, il est ripou. Mais là, c'est même plus un ripou, c'est une enflure de. C'est une horrible personne, quoi. C'est plus Bah, que. il a collaboré avec les mafieux, quoi. Donc, c'est vraiment, Ouais. tu te dis, enfin, il y a sûrement des mafieux qui ont des meilleures valeurs que lui, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu sens en plus que c'est vraiment la tête pensante parce que les autres, ils le font un peu à contre-cœur, quoi. Ils le suivent parce qu'ils ont peur de lui, quoi. Mais même quand ils quand ils essaient de buter justement son neveu dans la piscine, là, tu te dis, ouais, tu vois que les autres, ils sont dégoûtés de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Enfin, c'est surtout que si je me souviens bien, c'est même pas lui qui se salit Bah, les mains à ce il y a moment-là. aussi ce côté. Il en fait pas partie. Après, Robert Patrick, lui, il a pas l'air de montrer beaucoup de remords. Ouais, lui, hein. Ah ouais, ouais. Franchement, Ouais, ça a l'air d'être un peu une merde aussi. je trouve que hein. Robert Patrick, il a l'air un peu en mode bon, ça me va. Après, je trouve qu'il y a d'autres. Justement, Ray Liotta, il Bah, j'adore son caractérise personnage. bien ce truc de. Ouais, on a fait des saletés, mais du coup, bah, on reste dans ce truc de. Bah, je reste en ripou parce que je fais un truc un peu malgré moi. Et tu sens qu'il y en a quelques-uns comme ça qui sont coincés entre à la base, je suis un bon mais flic, j'essaye de m'en sortir. Ouais, mais lui, c'est pas à la base, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un moment, il allait se faire buter et quand il a commencé à remarquer que ça puait pour lui, il s'est dit ouais, bah finalement, je vais peut-être être plutôt sympa, tu vois. Enfin, c'est surtout qu'il a peur de se faire tuer. Oui, en voilà, fait. c'est ça. C'est surtout que voilà, Oui, ça pue oui. pour lui, quoi. Donc il pense à son cul. Oui, c'est ça. Mais après, c'est bien qu'à la fin, c'est vraiment à la fin qu'il y a le retournement de situation où bon, il y a un peu un Deus Ex Machina, quoi, où il revient au dernier moment et au bon moment. Mais c'est bien, tu vois. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là où il pense plus à son cul et qu'il se dit allez, maintenant, je me mets du bon côté. C'est pas juste parce que j'ai envie de survivre et que je me mets du côté des gentils, quoi. C'est vraiment parce que je pense à la justice. Et ça, c'est bien. Et ce que j'aime bien, et ce qu'on n'a pas du tout abordé depuis le début aussi, c'est un peu sa love story, son love interest. Donc la meuf qu'il a sauvée quand il était jeune. Oui, c'est vrai. Et qui lui a valu la perte de son oreille, du coup. Enfin, de son oreille. Il a perdu son tympan droit, je crois, un truc comme ça. Et, toute la scène de fin est assez incroyable sur ça, ouais. Et justement, c'est Ouais. ça que là où je voulais en venir. C'est que du coup, pendant tout le film, il a cette relation avec cette meuf qui est avec un flic complètement toxique, hein. C'est un gros bâtard hein, qui finit par mourir d'ailleurs. Et lui, il est toujours là, genre, hey, ça va, on a eu une plainte pour tapage, blabla, tu vas bien, c'est cool, etc. Et puis cette scène que je trouve vraiment, vraiment jolie où la meuf, elle lui parle. Et puis, elle fait comment ça se fait que tu t'es jamais marié Freddy. Et lui, il lui fait bah, toutes les bonnes étaient déjà prises. Et il y a vraiment un côté touchant, je trouve. Là-dedans, Elle et c'est comprend vraiment et... Bah oui, mais je pense qu'elle savait déjà, hein, c'est pour Oui, ça bien sûr. qu'elle lui a demandé. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est à la fin, où il se décide enfin, après avoir embrassé la meuf, il se dit, bon allez, c'est bon, maintenant je me bats pour la justice. Et au petit matin, quand il emmène le gars qui se fait choper par, je crois qu'il s'appelle Ray dans le film, Harvey Keitel. Mais bref...
ils emmènent le petit jeune là dans la maison de Harvey Keitel et ils vont pas tuer Freddy non plus, mais Robert Patrick tire, qui a un coup de feu juste à côté de l'oreille qui marche encore de Freddy juste pour le neutraliser. Je trouvais ça vraiment horrible quoi, parce que Mais après, déjà t'as toute la quand scène tu de te caches, fin d'action avec un peu son point de vue où il entend rien. exactement, Et et c'est ça qui est trop bien, mais j'imagine aussi la douleur, parce qu'à mon Ouais. avis, je sais pas trop si on réalise ce genre de douleur, parce que déjà quand tu te couvres un œil, ton œil, l'œil qui regarde, il a du mal à faire le point, tu sais, il y a trop d'informations et tout, donc l'oreille, je me dis que c'est un peu la même chose, j'imagine, donc ça doit être très 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 sensible à ce genre de bruit, tu vois. Et alors là, on te met un flingue juste à côté, on tire un coup de feu, enfin là, ça doit te détruire la tête quoi. Et le fait qu'il y ait toute cette scène de fusillade à la fin, avec cette espèce de comme ça on continue, et puis un peu les battements de cœur, les trucs comme ça, enfin et un peu ce ralenti là à 0,75 de vitesse, enfin je trouve ça vraiment super super original, mais bon c'est pas non plus exceptionnel comme fusillade quoi, c'est vraiment une fusillade de fin de film, ça va pas être la fusillade de Hit quoi, Hmm. mais ouais c'est vraiment un bon film je trouve, Oui. et qui marche bien. Ok, nous allons donc maintenant passer au film de Guillaume. Dis-nous ce que tu as choisi. Ouais. Alors je me suis lancé un petit défi parce que je savais pas trop quoi faire avec ce truc du contre-emploi. Du coup, j'ai pensé à quelques films et j'avais pas envie de les revoir. Je me disais non, je sais pas. Et en même temps, je sais que vous avez vu aucun James Bond, enfin très peu. Et je me suis dit, bah vous savez quoi, franchement. J'ai regardé une liste et effectivement, c'est vrai que pour le coup, c'est un bon contre-emploi. Alors contrairement à vous, ça va être dans un rôle secondaire. Vu que j'ai choisi du coup Quantum of Solace, donc qui est un James Bond sorti en 2008, hein, qui est censé être la suite de Casino Royale, hein, parce que pour la première fois avec les Daniel Craig, les James Bond vont être une série de films Pourquoi connectés censé entre eux. C'est clairement une suite. Parce qu'on fait Enfin, beaucoup de oui, références au oui, premier film. Ah, je croyais que tu voulais en venir c'est quelque part. Oui, d'accord, ok. Non, enfin c'est la suite. Bah après, voilà, il y a eu énormément de problèmes sur ce film. Ça a été pendant la grève des auteurs, enfin une des grèves des auteurs C'est pour à ça. cette époque-là. Et le film a été réécrit plein de fois. Il a commencé à être tourné, le scénario était toujours pas terminé. Enfin, c'est vraiment un gros bordel. Et c'est pour ça que le film semble peut-être aussi brouillon. Alors j'ai choisi ce film du coup, comme je vous disais, parce que j'ai envie de vous faire découvrir des James Bond. Et de temps en temps, je vais pas le faire chaque semaine non plus, hein, mais dès que je verrai que par exemple, si vous donnez une année au cinéma, Il y a des thèmes, ça va être plus compliqué quoi. oui voilà, si vous me dites film d'horreur, là je vais être, ça va être difficile, mais peut-être, cela dit, au service secret de Sa Majesté, hein, les années 60 aujourd'hui ça fait peur, mais non, mais pour être tout à fait franc, voilà, si vous me dites une année, si vous me dites un truc particulier qui pourrait correspondre à un James Bond, je me suis dit, vous savez quoi, j'ai bien envie d'en glisser un de temps en temps. Et c'est pour ça que j'ai choisi Quantum of Solace. Comédie française, Spectre. Ouais, allez. Non, du coup, c'est pas le meilleur, évidemment, que j'ai choisi, Quantum of Solace. Parce que, très vite, c'est une suite à Casino Royale, donc réécoutez le podcast où on parle de Casino Royale sur 3 James Bond. Et puis, vous comprendrez la suite. Donc, en gros, c'est James Bond qui, après Casino Royale, continue en fait à enquêter sur cette organisation, donc Quantum. Et voilà, va y avoir un méchant. Sachant qu'on est sur une suite quasiment directe là. Hein. C'est littéralement la suite de Casino Royale. À la fin de Casino Royale, il y a cette scène incroyablement stylée où James Bond tire sur Monsieur White et puis il lui dit The name is Bond, James Bond, générique. Et là, le début de Quantum of Solace, c'est James Bond dans sa voiture qui est poursuivi par des gens sur les bords du lac de Côme. Et on comprend à la fin de la course-poursuite, hein, qui sert de scène pré-générique, qu'il avait Mr. White dans le coffre et que du coup il l'a capturé et il va l'interroger. Donc voilà, donc ce film, je vais passer les détails, mais c'est James Bond qui enquête sur Quantum. On reparle évidemment de Vesper, de ce qui s'est passé dans Casino Royale. Et il va tomber face à un méchant cette fois-ci. Il va comprendre que tout est lié
à un méchant qui s'appelle Dominic Green, qui est donc la prochaine pièce sur l'échiquier de Quantum à faire tomber, et qui est une espèce d'éco-terroriste en fait, qui veut racheter des terres en Bolivie, et du coup il va s'associer avec un méchant dictateur qui veut faire un coup d'état en Bolivie pour lui acheter des terres, et donc ce teubé de Medrano il s'appelle, il dit ah bah attends t'es débile parce qu'on a déjà cherché hein, ces terres c'est du désert, il n'y a pas de pétrole. Et en fait, il le sait très bien, Dominic Green, mais en revanche, il y a d'énormes nappes phréatiques et des réserves d'eau, et en fait, il veut avoir le monopole de l'eau sur la Bolivie pour, évidemment, mettre les prix très chers, etc. Et tuer, en fait, à petit feu le peuple bolivien. Et voilà, donc c'est un méchant qui est pas très charismatique, hein, je vais pas vous mentir, déjà parce qu'il est joué par Mathieu Amalric, mais surtout parce que, donc c'est lui, hein, le rôle à contre-emploi, mais surtout parce que, c'est un méchant pas ouf, quoi, et pas très crédible. Et le film en lui-même, malheureusement, n'est pas ouf et pas très crédible. C'était dur de faire suite à Casino Royale, qui est quand même, à mes yeux, je pense, le meilleur James Bond jamais fait. Peut-être avec GoldenEye, mais c'est différent, quoi. Et suivre ce film n'était pas forcément évident, mais là, je trouve que Quantum of Solace, c'est quand même très très faible. L'histoire est un peu un bordel. Elle n'est pas très intéressante, il se passe pas tant de choses que ça dans le film, finalement. Il y a quand même l'ADN James Bond, donc ça marche bien. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans le film et une chose que j'ai détestée dans le film. Donc on va commencer par ce qui m'a beaucoup plu. Je pense que la plus grosse qualité du film, c'est son générique. J'ai adoré le générique, j'adore le générique de Quantum of Solace. Je le trouve très esthétique, très... je sais pas, la DA me plaît énormément. Puis la musique rock déjà est sympa aussi. C'est ça, la musique rock de Jack White et Alicia Keys, hein, quand même. Et puis, cette espèce de générique... les génériques James Bond, ils sont tous excellents, de toute manière, plus ou moins. Ils sont toujours très originaux, il y a des jeux de lumière, des jeux de silhouettes... tout un aspect artistique, esthétique dedans qui est très plaisant, et là c'est avec le désert, donc ça colle parfaitement au film, hein, parce que toute la fin du film se passe dans un désert en Bolivie, donc il y a beaucoup ces couleurs en fait qui vont revenir, et ce thème du désert qui va être important, et ça va être toujours les classiques, James Bond qui tire dans le générique et on suit la balle avec les noms qui s'affichent, qui va traverser une dune, qui va se transformer en corps de femme et tout, et vraiment je trouve le générique peut-être meilleur que celui de Casino Royale. Casino Royale, je le trouvais sympa, mais sans plus. Voilà, la musique était sympa, le générique. Ça vaut toujours pas GoldenEye, mais il est très beau. Ah ouais, GoldenEye, GoldenEye, il est magnifique, c'est un truc de fou. Il est excellent ce générique, mais tous les génériques de Pierce Brosnan, ils sont incroyables. Les musiques, pas forcément, je pense surtout au Monde ne suffit pas, la musique était pas folle, mais à chaque fois la DA est géniale. Et bref, du coup, j'ai adoré le générique. La musique marche très bien, surtout comme elle commence avec, je sais même pas ce que c'est comme instrument, genre c'est trop bizarre, une espèce de bruit un peu électrique bizarre. Ouais, c'est sûrement à la basse. Une basse avec une disto, je pense, un truc comme ça, ouais. Ouais, de fou, ouais, clairement, parce que tu sens que les infrabasses sont clairement qui fait très White Stripes, justement. J'y connais. Oui, c'est ça. Je sais que j'ai entendu les premières notes et je me suis dit, tiens, on dirait du White Stripes. Et après, j'ai attendu la fin du générique pour voir musique Jack White. Ah, ok. C'est ça. J'étais fier de mon oreille. Et bravo. C'est ceux qui ont fait Seven Nation Army, c'est ça? C'est un remix de un truc comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est frère et sœur, c'est le groupe White Stripes, il me semble. Ou c'est sa femme, je sais plus. Ou les deux, on sait pas. Mais non, du coup, Jack White, oui, en gros, c'est lui qui fait, c'est le guitariste, quoi, qui fait les musiques et tout. Et du coup, le gros défaut, maintenant passons au film. En dehors du bazar qu'est le scénario, tout ça, c'est le montage. Le montage de ce film est un cauchemar ambulant. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir 78 ans quand je vois des films comme ça, ça me fait mal à la tête. Et j'ai besoin d'enlever mes yeux de l'écran tellement les scènes d'action, mais il y a 3 ou 4 plans par seconde. C'est à vomir. Vraiment, j'ai l'impression de regarder Aliens vs Predator par moment. C'était très très dur.
Aliens versus Predator, hein. Le 2, je précise, parce que je continue à défendre le premier, mais le 2, surtout pas, c'est une vieille chiasse. Et c'est ça qui est très dommage, c'est que y a un truc qui est très important, j'en ai déjà parlé dans le podcast sur les James Bond, mais il y a un truc que je trouve très important dans les James Bond, c'est le voyage. Le voyage, parce qu'à chaque fois, ça se cantonne pas à un seul pays, alors ça dépend, si on regarde Skyfall ou des trucs comme ça, bon, si c'est un peu le cas. Mais très souvent dans les James Bond, on va bouger, on va passer de Londres, ensuite on va aller en Jamaïque, après on va revenir vite fait à Londres, ensuite on va partir à Saint-Pétersbourg, ensuite on va aller, à Madagascar. Enfin, tu regardes que Casino Royale, c'est ça. Tu vas avoir le Monténégro, Londres, Madagascar, tu vas avoir les Bahamas, tu vas avoir plein de différents décors comme ça, Miami qui vont être super intéressants. C'est toujours beaucoup de voyages et on peut diviser le film en ces parties-là. Et là, dans Quantum of Solace, on commence à Sienne dans des décors super, et la scène de course-poursuite avec au début du film avec Mitchell, là, le garde du corps de M qui l'a trahi. Ça aurait pu être une super scène sur les toits de Sienne pendant le Palio. Enfin, c'est vraiment. Il y avait tout, et je trouve que le montage a ruiné ça. Ça, et puis même, je suis désolé, mais encore une fois, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais tu passes après Casino Royale. Et la scène de course-poursuite du début de Casino Royale est tellement au-dessus que quand tu vois ça, tu fais, tu vois une scène de course-poursuite à pied, mais en moins bien, en fait. Tout simplement. C'est la même en moins bien. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Non, c'est vrai. Mais même en dehors de ça, je suis sûr que ça aurait pu donner un bon résultat. Ce qu'il faut savoir, le problème, c'est que moi, j'avais le jeu sur PC qui est sorti genre en 2009 ou 2010, Quantum of Solace, qui reprenait Casino Royale et Quantum of Solace, et bon, qui était un jeu assez nul, hein, on va pas se mentir, mais qui est un de mes jeux d'enfance et que j'ai fait je ne sais pas combien de fois. Et par exemple, la scène de course-poursuite d'ancienne, elle était beaucoup mieux dans le jeu que dans le film, parce que tu tirais sur des mecs, tu marchais sur les toits, il y avait vraiment cette sensation un peu de parcours un peu dangereux et tout. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins flagrant que dans Casino Royale, mais le problème c'est que même là tu ne comprends rien tellement ça va vite. Le montage est vraiment il donne la gerbe, et c'est un vrai problème pendant tout le film. Sinon, c'est vrai que les Bond Girls, il y en a deux dans le film. Il y a, c'est même pas vraiment une Bond Girl, Camille, du coup, qui est interprétée par Olga Kurilenko, qui, elle, cherche à se venger, est la copine de Dominic Green, donc du méchant, et elle est avec lui que pour réussir à se venger du général bolivien, là, qui a violé sa mère et tué son père, et qui l'a violée elle aussi, je crois, quand elle était petite, un truc comme ça, et qui a foutu le feu à leur maison. Donc, c'est intéressant, c'est un personnage intéressant, mais pareil, il est complètement vide. Il n'est pas du tout exploité dans le film, il n'est pas intéressant. Et quand, pareil, tu passes après Vesper Lynd, donc il faut que tu arrives quand même à avoir un sacré, un sacré truc pour rester à la hauteur, quoi. Et ouais, c'est pas trop le cas. J'aime bien Olga Kurilenko, mais c'est vrai qu'elle est pas marquante dans le film. Bon, c'est la faute à l'écriture du personnage, hein, c'est pas de sa faute à elle. Mais puis même de manière générale, tous les personnages sont assez ratés. Gemma Arterton aussi, qui est une actrice que j'adore, hein, vraiment, c'est ça. Mon top d'actrices, c'est vraiment des actrices que j'aime beaucoup. Et Gemma Arterton, c'est la seule à être dedans, juste parce que je la trouve trop belle. Donc c'est que pour ça qu'elle est dans mon top d'actrices. Et voilà, il y a une tentative pour revenir un peu aux sources avec Goldfinger, où il y avait une fille qui était noyée dans l'or massif. Elle est noyée dans le pétrole. Et pareil, c'est une Bond Girl parfaitement oubliable. Les personnages, en fait, de ce film sont assez oubliables. Et je trouve, qu'il n'y a pas vraiment d'identité au film. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment faire ce film, c'est Quantum of Solace. Alors que Casino Royale, il y a plein d'éléments qui pouvaient te faire dire, genre rien que le chiffre, tu regardes le chiffre, tu le compares avec Dominic Green dans ce film, c'est nul, quoi. Et pour en venir à lui, du coup, Mathieu Amalric... En fait, plus tu avances dans ce que tu dis, plus je me dis, mais pourquoi il a proposé ce film? Il ne l'aime pas. C'est un truc de fou. Mais parce que je veux vous montrer des James Bond. Parce qu'après Casino Royale, c'est intéressant de regarder Quantum of Solace. Des James Bond que tu aimes. Dans ces conditions, ne nous dégoûte pas. Je sais pas. Ne donne pas des thèmes comme ça dans ce cas-là. Ne donne pas des thèmes dans ce cas-là. Comment tu veux que je trouve un permis de tuer ou un truc comme ça si tu me dis des rôles à contre-emploi? Non, mais du coup, pour en arriver à Mathieu Amalric, qui joue le méchant,
C'est vrai que bon, bah, là, pour le coup, le contre-emploi est total. Quand tu passes du cinéma d'auteur français vraiment à faire des films genre Le Fils de Joseph et tout, à te pondre des trucs genre à avoir un rôle dans Quantum of Solace sorti de nulle part. J'ai un peu regardé sa filmographie parce que je crois que c'est le seul film dans lequel j'ai vu Mathieu Amalric. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que ce mec-là... En fait, je le connais de réputation parce que je l'ai déjà vu... j'ai dit Le Fils de Joseph parce que c'est une bande-annonce que j'avais vue à l'époque quand j'allais beaucoup au cinéma, je crois en 2016 ou 2017, un truc comme ça. Ce film, il faudrait que je le propose un jour dans un podcast. Ça a l'air d'être une des plus grosses merdes que le cinéma français ait jamais porté. Un film prétentieux, horriblement mal joué, avec un scénario pourri, vraiment, mais le cliché du film d'auteur, genre « Où vas-tu ? Tu es libre ». Tu sais, les vieilles répliques comme ça de merde. Et que penses-tu des bobos ? Je les déteste. Moi aussi. Enfin, tu sais, un jeu d'acteur super bizarre et malsain comme ça. Enfin, bref. Dans lequel, du coup, joue Mathieu Amalric. Et moi, j'avais toujours cette image. Et bon, il est sorti après Quantum of Solace, mais c'est vrai que, du coup, le revoir, lui, dans Quantum of Solace, ça me paraît toujours assez aberrant. Et bon, après, il joue bien. Hein. Il a vraiment une tête de méchant. Je trouve qu'il a une tête très malsaine, ce mec, Mathieu Amalric. Mais Moi, je trouve que ce qui me tue dans la tête de Robert, j'ai failli dire Robert Amalric, je ne sais pas pourquoi, de Mathieu Amalric, c'est ses yeux. Il a des yeux noirs, mais genre, il a pas d'iris. Il est vraiment, ses yeux sont noirs, c'est 2 billes noires qu'il a. Et je trouve que pour jouer un méchant, ça va bien, parce que du coup, il y a vraiment ce côté, regard sombre, regard noir, quoi. Et puis il a même, les yeux exorbités. Il a les yeux un peu plissés, un peu, il a un regard un peu de fouine, un peu. Plissé et en même temps un peu exorbité. Il a une bouche, t'as l'impression que c'est un peu un bec de canard. Il me fait un peu penser, tu sais, il y a un peu la bouche du mec dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, là, le mec en fauteuil roulant, là, avec son cerveau, je sais pas trop quoi. Enfin, vraiment, il a tout pour jouer un méchant, mais malheureusement, c'est pas de sa faute, mais le méchant est vraiment pas très bien écrit. Et puis surtout, pour terminer, je trouve qu'il y a aucune scène vraiment marquante dans ce film, en fait. Là où dans Casino Royale, t'en avais une pléthore, enfin, c'était un truc de fou. Là, il y a aucune scène. La scène à la fin, à l'éco-hôtel, là, c'est nul. J'essaie de réfléchir, même Sienne, c'est gâché par le montage, enfin... Pareil, les décors, genre Port-au-Prince, tous ces trucs-là, ouais, franchement, c'est vraiment oubliable. Il n'y a aucune scène qui me marque particulièrement. Donc voilà, j'ai fini. Ça a servi surtout à descendre ce film. Hein. C'est vrai que j'ai du mal avec. Bon, après, malgré tout, ça reste un James Bond. Donc je lui ai mis 4 sur 10. Voilà. Parce que, bon, voilà, ça reste un film d'action relativement correct. Mais le gros problème, en fait, c'est le scénario et le montage, je pense, qui posent vraiment, vraiment problème, quoi. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, les amis. Alors, je vais juste prendre la parole parce que en fait, j'ai rien à dire sur le film. Je l'ai trouvé chiant à mourir. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était oubliable as fuck. J'ai aussi mis 4 pour de vrai. Je l'ai pas trouvé détestable. Mais en fait, j'ai même pas vu tout ce que tu as vu. Moi, je me suis juste fait chier. Toi, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions qui jouent. Moi, il n'y a même pas de déception. Moi, c'est ça, oui. Mathieu Amalric, alors sûrement qu'il est très bien dans le thème, mais en effet, je le connais absolument pas, donc je sais même pas si c'est un bon contre-emploi ou pas. Je t'avoue que j'étais en train de... encore une fois, ça me rappelle ce qu'a dit Jérémy dans un film pour le truc d'Halloween, oui. où il a dit j'ai vu le film. C'est exactement ça, j'ai existé dans le film. Et il est passé, je l'ai oublié aussitôt. Et voilà, j'ai préféré un GoldenEye qui a pu m'agacer avec de belles scènes d'action, mais que j'ai pas aimé, le personnage de James Bond, enfin voilà, je vais pas revenir dessus. Mais au moins, il m'a marqué un petit peu. Là, non. Là, c'est juste... c'est le film le plus lambda du monde et il se passe rien. Il y a un truc que j'ai noté, je me suis dit, il y a un côté un peu espionnage, ou des moments où vraiment, tu sais, tout le moment de la scène sur le quai là, où il est lui dans la bagnole en train de les observer machin et tout, et il se passe rien en fait, ça parle juste, mais voilà, ça fait vraiment film un peu d'espionnage réel, c'est pas juste de l'action lambda. On voit que c'est un vrai espion qui essaie de se cacher, qui essaie de se faufiler, qui écoute, qui machin. Donc je me suis dit voilà, là je vois ce que c'est un vrai espion, plus que juste un mec qui pète des gueules, parce que pour moi au bout d'un moment
Enfin, c'est quoi la différence entre un espion et un mec qui détruit tout sur son passage, tu vois? Je sais pas. Oui. Pour moi, c'est pas ça un espion. Ouais, tu vois. surtout le Donc là, James c'est Bond de plus un mec Daniel qui se Craig, refile quoi, un il est un espion. peu caractérisé par ça. Ouais, c'est clair, oui. Et que là, voilà, là au moins je voyais le côté un petit peu espionnage, mais pour de vrai, après, non, pour de vrai, comme tu dis, je comprends mieux en fait. Quand tu parles que c'était vraiment pendant la grève des scénaristes et tout, tu as raison. Enfin, je comprends mieux pourquoi le film est à ce point-là vide, quoi. Il est vide, tu as raison. Même les scènes d'action sont vides, quoi. Et c'est triste, ouais. Je suis assez d'accord. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Benjamin. Et surtout, un truc, Oui. alors désolé, hein, je te dis, je te laisse la parole après, Benjamin, mais aussi c'est l'évolution de James Bond dans ce film, parce que le problème maintenant, c'est que quand tu connectes les films entre eux, il doit prendre en compte et garder en tête ce qui s'est passé dans Casino Royale. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'il a pas mal douillé dans Casino Royale, entre la torture, etc., surtout la mort de Vesper. Ça a été très dur pour lui. Et du coup, on continue dans le film, on tente de te faire continuer ça avec les dialogues avec M, où elle lui dit je sais que la mort de Vesper vous a touché, ne faites pas le connard sans cœur, blablabla. J'ai retrouvé où habitait son copain, qui n'était un agent, ou je sais pas, enfin bref, un truc comme ça, et juste, ça rentre pas, quoi. Ça rentre pas dans l'histoire, tu t'arrives pas à rentrer dedans, je trouve que c'est pas mieux, aussi fluide c'est mieux amené dans les que suites dans ou pas? Casino Royale. Le problème des suites, c'est que... c'est le problème quand t'enchaînes les James Bond, c'est que... Ils sont tous liés entre eux, ils ont plus vraiment de personnalité. Le problème, c'est que Skyfall, il est très bien, mais on parle quasiment pas de Vesper dedans. C'est limite un stand-alone des Daniel Craig, presque. Et Spectre et Mourir peut attendre, là, c'est... non, franchement... Oui, dans Mourir peut attendre, ça en parle un peu, mais franchement, enfin, les... ça qui est dommage, c'est que Casino Royale, c'est un des meilleurs James Bond, et après, c'est... Ouais. À part Skyfall, hein, qui a eu un petit élan, vraiment le 8 sur 10, tu vois, mais le reste, c'est vraiment trop oubliable, et ils se perdent, en fait, dans ça, quoi. Ils se perdent dans, ah oui, il doit penser à Vesper, il doit faire ça, il doit penser à ça, il doit penser à ça, et c'est un peu le... c'est ça qui était bien un petit peu bazar, avec les autres films, c'est qu'au moins, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle James Bond girl, il avait juste un nouvel amour, mais sans dire, ouais, mais je pense encore à l'amour d'avant, du film d'avant, Oui, et mais du c'est film ça. d'avant, et du film... Non, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est comme presque... C'est ça. Presque le côté que chaque film est un stand-alone était plus logique que d'essayer d'interconnecter. Exactement. Ouais, t'as raison, ouais. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, Ouais, comme c'est ça, ça. dans un film de l'augure de James Bond. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc Ouais. ça me... Mais c'est ça, en fait, on sent qu'ils s'embourbent un peu dans ce qu'ils ont tenté de faire. Alors du coup, ils ont tenté, et c'est bien. Je prône le fait d'essayer des choses, d'essayer d'être originaux sur certains trucs. Ah mais ou quoi. bien sûr, Donc là, sinon c'est la vrai que d'un saga, côté, elle je me dis, s'effondre. c'est Donc bien, c'est bien d'avoir tenté ça, C'est ça, mais le ils ont problème tenté, aussi... mais du coup, ça s'effondre un peu dans le côté de, oui, on a tenté, mais on n'a pas forcément réussi à transformer l'essai. Parce et que, surtout, du coup, le problème... on retrouve les problèmes qu'il y a avec les anciens. Le problème, c'est Quantum of Solace, en fait, tout simplement, aussi, parce que c'est un peu comme les Star Wars, où il y a un James Bond qui vient foutre la merde un peu dans le fil rouge qu'on a mis, et du coup, les films suivants doivent essayer de continuer à suivre ce fil rouge, tout en gardant les erreurs de Quantum of Solace. Du coup, je pense que, malheureusement, même si je l'aime bien, c'est un film de mon enfance et tout, Quantum of Solace reste un film qui a un peu plombé cette saga de films avec Daniel Craig, et c'est peut-être aussi pour ça que Skyfall, qui se déconnecte un peu de toute cette histoire, aide aussi à ce niveau-là. Ouais. Parce que je pense qu'il vous plairait beaucoup Skyfall. Et parce que c'est un stand-alone, Benjamin, et on tu l'as revient vu, plus toi, un peu à l'ADN James Bond. Tu l'avais vu, Skyfall, non? Justement, moi, j'avais... je crois qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à regarder Casino Royale, j'ai tenté de suivre la saga Daniel Craig. Donc, je sais qu'il y en a pas mal que j'ai vu, même... alors, Quantum of Solace, je l'avais vu, et je sais plus après... C'est lequel après Quantum of Solace? C'est Skyfall, c'est ça? Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre. Voilà, donc Mourir peut attendre, le tout dernier, je l'ai pas vu. Mais je crois que les deux derniers, enfin les deux, Skyfall et Spectre, potentiellement, je les ai vus au cinéma. Parce que j'ai essayé de suivre un peu ce que devenait Daniel Craig en James Bond. Mais là, je vais enchaîner avec mon avis. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'attente, moi, quand je vois des James Bond.
Donc, là, en fait, quand je regarde James Bond, c'est pour regarder un blockbuster américain où il y a un peu d'action, un peu d'espionnage et un acteur principal un peu charismatique pour utiliser l'expression que tout le monde utilise, un peu poser mon cerveau entre gros guillemets. Et c'est un peu le truc de Quantum of Solace, c'est-à-dire que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais vu que j'avais pas d'attente, moi je n'ai pas passé un mauvais moment. J'avais pas Je d'attente suis et pas j'ai passé un mauvais particulièrement moment. ennuyé. Oui, non, mais oui. Oui. Mais pas moi, du coup. Parce que je trouve assez divertissant pour que je m'ennuie pas. Bon, voilà, ça ne révolutionne rien. Comme vous, je vais l'oublier très vite. Ça ne m'a pas marqué. Donc ça a quand même la moyenne. C'est peut-être un 6, petit 6 peut-être, mais voilà. T'as tout gâché, mais Benjamin. voilà. On avait tous mis les mêmes notes jusqu'ici. Ah, ça Et va. on a mis Pour 3-8, une fois que je- 3-8. Et là, Pour une fois que je sauve un de tes films. Oui, Bon, et moi, puis c'est surtout, pareil, tu mets c'est- 6 à un James Bond, là où je mets 4. Donc c'est... Oui, c'est ça, c'est fou. Mais, Non, voilà, après, tout à fait ce que vous voulez dire. Je rejoins sur plein de points. Mais sauf que moi, j'étais en mode, j'ai regardé ça en mode pas d'attente et je vais regarder un James Bond pour voir un peu d'action et pour voir un peu tous les codes qu'il y a dans les James Bond. Et je me suis pas ennuyé, j'ai pas passé un mauvais moment. Alors voilà. Voilà, celui-là, c'est pas le meilleur exemple pour les codes de James Bond et tout. Moi, Ce qui est bien, c'est qu'au moins le personnage reste le même en fait. Ce qui est bien, c'est que tous les personnages du film sont ratés, mais James Bond, il garde son identité. Cette espèce de mec un peu orgueilleux et brute surtout. C'est une vraie brute. Genre, il bute Mitchell. Bon, en même temps, après, vous allez me dire, il a pas trop le choix, mais il bute Mitchell dès le début. Ce que M lui reproche, elle fait, il fallait que vous le tuiez. Le gars, il a été mon garde du corps pendant 8 ans. J'ai jamais rien vu et je me rends compte que c'est un traître et maintenant vous le tuez sans qu'on puisse l'interroger. Après, elle l'envoie à Port-au-Prince, à Haïti, pour qu'il aille suivre une des seules fines pistes qu'ils ont. Et à peine il rentre dans la chambre du gars, il se fait attaquer, il le tue. Et tu fais, yes, voilà, ta piste s'est évanouie, hein, c'est bien. Mais Et il y a ce côté vraiment brut et qui est toujours assez bien en fait dans le film parce que c'est l'ADN de ce James Bond là et l'espèce de gars qui tue à tour de bras, mais pas à tour de bras en mode mitrailleuse, je tue tout le monde, c'est réaliste, c'est l'espèce vraiment de brute qu'on a rien à foutre et qui a tout par la force au lieu de vraiment un peu l'agilité, le côté un peu subtil, etc. Non, pour lui, très peu quoi. là, ce qui me tarde vraiment, c'est que je suis. C'est très 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 bizarre ce que je pense, parce que pour l'instant, à part Casino Royale que j'ai beaucoup aimé, je suis vraiment pas fan de la saga James Bond. Mais le prochain, c'est Denis Villeneuve qui réalise, et je suis vraiment assez fan de Denis Villeneuve. Donc ça me stresse, parce que je suis dans un entre-deux où je me dis, une saga que j'aime pas avec un réalisateur que j'adore, qu'est-ce que ça va donner quoi. Donc je suis. Ouais, mais alors je comprends Et surtout que c'est quelqu'un qui ce que sait tu pas veux dire. réaliser les scènes d'action par contre. Je trouve que les scènes d'action chez Villeneuve, c'est pas ça quoi. C'est pas pour ça qu'il brille quoi. C'est plus pour son côté c'est vrai qu'il en fait contemplatif pas et beaucoup, posé. quoi. Et quand il est fait, c'est pas ouf. Donc, moi, je Mais trouve- après, on sait pas, hein. Parce que le gros verra. avantage, c'est que James Bond, il a rien raté c'est pour toujours l'instant. différent. Il y a eu, si tu veux, il y a eu, allez, 5 gros James Bond, techniquement, je crois, il y en a eu 6. Enfin, avec George Lazenby, mais c'était un Sean Connery bis. Donc non, on va dire, il y a eu Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, comment il s'appelle, Pierce Brosnan, et Daniel Craig. Et là, ça va être un nouveau James Bond, parce que Daniel Craig, il a arrêté. Là, ça va être une nouvelle saga. Donc, toute l'ADN de la saga va être retravaillée. Alors, est-ce qu'on va retomber dans les trucs de gadgets à l'ancienne avec un film stand-alone à chaque fois? J'en sais rien. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la touche un peu moderne à ce genre de film, parce que ça fait, mine de rien, 25 ans qu'on n'a pas vu ça. Après, honnêtement, voilà, je suis... Enfin, ça sert à rien de dire... Enfin, je comprends ce que tu dis, j'aime pas James Bond parce que de tout ce que tu as vu, c'était pas très intéressant. Après, chaque période est très différente de la précédente. Donc je pense que j'aime pas James Bond, c'est un peu comme dire... je sais pas, j'aime pas le rock, tu vois. Oui, je vois. C'est que de manière générale, t'aimes pas le truc, mais Je c'est parle- tellement vaste, si tu Je veux, parle il y a tellement de... pour le moment. Pour le moment, sur 4 films, j'en ai aimé qu'un quoi.
Oui, bah après, GoldenEye, tu dois reconnaître que c'est quand même des bonnes scènes Oui, d'action. oui, oui. un bon film, toi, Je crois que j'avais mis la moyenne quand même, hein, GoldenEye, parce que c'est quand même. Je crois Mais que ce qui j'avais t'a mis énervé, 6. oui, c'est le C'était juste le personnage, ouais. côté, oui. Le côté un peu, je trouve, patriarcal et très machiste du personnage qui m'a saoulé en fait. Écoute, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est bien aussi quand tu retournes dans les années 90 de voir des héros comme ça. C'est toujours sympa, quoi. Tu te dis, Ouais. ah, c'était une autre époque, tout ça. Mais en tout cas, je vais essayer de continuer à en proposer pour voir ce que vous allez en penser. mais Ben, voilà. Ok. On va maintenant passer à la conclusion. Bon, ça reste. Bon, à part pour le dernier, comme je disais, parce que Mathieu Amalric, je ne connais pas assez pour parler de contre-emploi. Mais pour le reste, j'étais ravi. Et puis Oui, non, merci mais pour la c'est découverte ça de aussi, Copland qui a parce été que- merveilleuse. Donc, J'ai pas donné mon avis pour Mathieu Amalric, mais juste, Ah oui. pareil, je l'ai très peu vu. Et c'est juste que moi, j'ai vu Quantum of Solace avant de voir notamment Le Grand Bain, qui sont deux films, des rares Ah, films putain, il joue où j'ai dedans. vu Mathieu Amalric. Et oui, Ah, c'est j'avais vrai, bah, j'ai oublié. vu Le Grand Oui. Bain, moi. Ben, Il moi joue aussi, j'avais oublié qu'il était dedans. The Ok. Grand Budapest Hotel. Ok. Il joue Ça, aussi je sais pas, là-dedans. j'ai pas Et c'est Je l'ai vu, mais je ne me Ouais. rappelle pas. Et donc dans Le Fils de Joseph moi, aussi. Ça fait partie de ces contre-emplois où du coup moi je l'ai découvert dans le film où il était contre-emploi. Du coup quand je l'ai vu dans une comédie bah oui. française genre Le Grand Bain, je me disais ah mais c'est le méchant de James Bond. Je me suis pas dit tiens c'est un gars qui fait des comédies françaises quoi. Ouais, moi aussi, oui, Voilà. bah, forcément. Donc, c'est- après je trouve que oui et comme dit Guillaume en soi il est pas mauvais acteur. Enfin même dans Quantum of Solace ou quoi je trouve qu'il le fait bien. Il passe bien en tant que méchant. Mais voilà après il y a tous les autres problèmes qu'on a évoqués. Donc nous allons maintenant passer au thème de Guillaume qui va nous proposer. Et oui, alors j'ai ma petite liste, j'ai hésité entre certains, et je suis encore en train d'hésiter entre deux, pour être tout à fait franc, parce que d'un côté il y a... Ah, j'ai envie de le tenter. Non, ok, j'ai choisi. J'aimerais, et là vous allez être ravis de m'avoir dans le podcast, que pour la prochaine fois, on regarde 3 films de beauf. Voilà. Des films de Oh, beauf. j'adore l'idée. Donc il n'y a pas de ouais c'est un film Il y a de contemplatif moins en avec moins de la mise en subtilité scène. dans les thèmes de Non, Guillaume. voilà, moi je veux des nibards, je veux des barbecues, je veux tout ce que tu veux. Ok. Non vraiment je veux film de beauf. Et quand je dis film de beauf, je dis pas Oui. nanar, tu vois. Ouais, mais Mais un film ou pas forcément un film sur des beaufs, genre Les Tuches ou quoi. Non, un film à l'humour vraiment très gras et vraiment zéro subtil, tu vois. est-ce que des trucs genre même pas les premiers mais plus les American Pie et tout ça marche dans un film de bof ou tu considères pas trop ça comme des films de bof plus des teenage du coup c'est pas vraiment pareil. Bah pour moi, American Pie, c'est teen movie. Après, les derniers, peut-être à la limite un peu. Mais ça reste des petites comédies. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas très fin non plus. Non, mais en vrai, j'accepte, tu vois. Pour de vrai j'en ai un en Mais tête Jacques- donc mais ok. Mais c'est une comédie. Ah bah non, souvent, les films Ouais, de beauf, ouais, ça va oui, être une c'est- comédie. Oh là, tu me fais Ah bah, peur. putain. Tu Tu vois vas je me viens de... sortir un film de science-fiction de beauf. Ça- Ok bon, ça marche. Non, mais enfin, je sais pas, moi, j'ai dans l'image des films d'action, par exemple, un peu cliché, Ah oui, justement, bien sûr. quand tu parles de, voilà. Oui, un film de beauf, des, ça peut... Des meufs objets, des trucs comme ça, quoi, à la bonne époque. Ouais, Pardon. tu veux mettre Mais, Fast and Furious, quoi. Fais gaffe. Bah, enfin, ou pas, c'est dans ce genre de film-là. Des films Non, avec mais Vin c'est- Diesel, quoi, globalement. C'est assez abstrait comme point de vue, mais je veux que à chaque fois qu'on voit genre l'affiche ou qu'on entend le titre du film, on fait ah ouais, film de beauf, Ouais ok. tu vois. Après bon, si c'est un film pas connu, mais que je vois dans le film un mec qui fait hey, salope, ferme ta gueule et nettoie ma bagnole, tu vois, je fais ah on est bien là, voilà. mais voilà, de toute façon moi j'ai déjà mon film qui rentre parfaitement là-dedans, donc on voilà. Mais Déjà, avec ton film, je confirmerai. vais avoir un peu l'idée de où tu Bah, vas. de toute façon, tu l'as déjà Mais vu, ok, bon, ça, c'est cool. le film. Ah. Je crois que tu l'as déjà vu. Ça marche. Mais j'avais vraiment envie de le mettre parce que je paierais pour voir Michael devant ce film. Donc, Super. voilà. Cool. Bon ben merci beaucoup et il me tarde de voir la sélection quand même parce que là j'aime beaucoup Ah bah le oui. thème, ça me fait rire pour de vrai. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.
À bientôt les gars, bisous, ciao. À bientôt, ciao, bisous. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.